Merci beaucoup d'être aussi nombreux et nombreuses ce soir malgré la pluie et l'automne. Donc c'est la deuxième fois qu'on fait notre rendez-vous Versus. Avant de rentrer un peu dans le détail du rendez-vous, juste déjà vous accueillir et merci d'être là. Vous dire que du coup ici vous êtes à l'Aquarium Ciné Café. Pour ceux qui ne connaissent pas, on fait tout un tas de choses, des projections, des ateliers cinéma, le vidéoclub, le café. Je ne rentre pas dans les détails, juste que l'idée de ce lieu, c'est d'essayer de créer des événements qui essaient d'un peu de réinventer la salle de cinéma et entre autres qui essayent de voir comment les nouvelles images dialoguent ou non, mais dialoguent quand même pas mal avec le cinéma. Et donc c'est pour ça qu'on a eu envie de créer ce nouveau rendez-vous, à savoir comment le jeu vidéo peut réussir à dialoguer avec le cinéma. C'est un rendez-vous qui se fait en partenariat, donc l'Aquarium Ciné Café certes, mais aussi et beaucoup Lyon Game Dev, donc Claire est l'une des représentantes. Du coup, je te laisse dire 2-3 mots sur qui et quoi est Lyon Game Dev. Merci Damien. Du coup, bonsoir à tout le monde. Et effectivement, donc, je représente Lyon Game Dev. Lyon Game Dev étant l'association en fait, des professionnels du jeu vidéo à Lyon. Donc, Lyon Game Dev a pour but de créer un espace d'échange et de rencontre entre tous les professionnels au travers de meet-up, au travers de divers événements, dont effectivement le Ciné Versus, hébergé par le Ciné Aquarium. Donc, le but, c'est de pouvoir créer des rencontres, des échanges, des opportunités aussi. Si vous avez des questions ce soir, d'ailleurs, Nicolas Viena, qui est juste au-dessus, répondra à toutes vos questions. Justement, si vous souhaitez adhérer, profitez-en. C'est une belle association avec de beaux projets. Voilà, donc c'est le deuxième rendez-vous Versus. On en avait déjà fait un premier il y a 2 mois, qui était autour de la question de la narration. Voilà, et du coup là on va continuer tout au long de l'année à en faire un tous les 2 mois. Aussi, autre chose que vous pouvez nous dire après, c'est qu'on est en début de nouveaux rendez-vous, de nouveaux concepts. Donc on est très attentif à vos retours, vous pouvez nous faire ce qui marche moins bien, ce qu'on pourrait faire de mieux. Et aussi si vous avez des envies de thématiques, d'invités, etc. Nous on est hyper à l'écoute de tout ça. Donc voilà, donc après la question de la narration, nous arrivons à la question de l'acting, avec Nicolas Gabion qui est là et Sarah Beaulieu qui est juste là. Et on va pouvoir commencer. On pourrait peut-être déjà les applaudir, je pense que c'est super qu'ils soient là. Et donc ça va se passer très simplement. Dans un premier temps, nous, on a préparé un certain nombre de questions avec Claire. Et puis après, dans un deuxième temps, vous pourrez largement réagir, poser des questions, demander des approfondissements, etc. Donc voilà, on va commencer. Du coup, je te laisse Claire poser la première question. Merci beaucoup. Du coup, merci déjà d'être là ce soir, d'avoir répondu à ce rendez-vous. Est-ce que vous pourriez commencer justement respectivement par présenter vos parcours ? Comment vous en êtes arrivé là et ce que vous faites aujourd'hui. Sarah, si tu veux commencer. Oui, alors très rapidement, moi je viens de la littérature, commencé par écrire des nouvelles, ensuite j'ai fait des études de cinéma pour être scénariste, j'ai travaillé comme script doctor et lectrice pendant quelques années. Ensuite, je me suis intéressée au théâtre parce que je voulais apprendre à écrire des dialogues pour des comédiens, donc j'ai commencé à travailler, à écrire et à mettre en scène pour le théâtre. Ensuite, j'ai eu envie de tester le jeu vidéo parce que j'étais très joueuse, donc j'ai repris un master pour faire un master d'écriture interactive et transmédia. Après ça, je suis rentrée pendant un temps comme prof de narrative design à Bellecour École. Ensuite, je suis rentrée dans un premier studio de jeux vidéo qui s'appelle Old Skull à Lyon, jeux vidéo mobile, comme script doctor narrative designer. Ensuite, je suis rentrée à Ubisoft Montpellier sur un jeu qui s'appelle Beyond Good and Evil 2 comme scénariste. Et ensuite, après ça, je suis repartie travailler un peu en indépendante. J'ai travaillé pour Atlas 5, pour Ciné TV Experience, pour d'autres studios comme ça, et réalité virtuelle aussi. Et ensuite, je suis repartie à Ubisoft Bordeaux. Là, j'ai résumé 12 ans en 15 secondes. Je suis repartie à Ubisoft Bordeaux. Et aujourd'hui, je suis directrice de la narration sur Assassin's Creed Mirage, qui est le prochain Assassin's Creed. Voilà. Super, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci, c'était très bien résumé. Je reprends mon souffle. Ouais, c'était très bien. Nicolas, si tu veux bien. Alors moi, je viens à la base vraiment du théâtre. J'ai une formation de comédien de théâtre et j'ai beaucoup joué au théâtre.
voilà, dans les premières années de ma carrière, voilà, plein de choses très, très différentes, voilà, plutôt dans le théâtre public voilà, au départ. Et puis après, les choses voilà, ont évolué. J'ai fait plus d'audiovisuel et pas mal de télé, avec voilà, notamment la série Kaamelott. Voilà. Ah bon? Oui. Voilà. Pas mal de formations où on a été presque collègues avec Sarah. Voilà, où je suis intervenu sur la question du jeu pour l'acting, pour des animateurs 3D. Voilà, et c'était notamment, alors pour des comédiens aussi, je l'ai fait pas mal, mais pour des animateurs 3D, c'était passionnant d'ailleurs, ça, à Bellecour École, et puis dans une autre école également. Voilà, et puis depuis 3 ans, je me consacre exclusivement à la direction d'un organisme de formation que j'ai créé, qui s'appelle les Escales Buissonnières, et qui est un organisme de formation pour professionnels du spectacle vivant, de la musique et de l'audiovisuel. Voilà. Donc là, j'ai mis un peu en pause mes projets artistiques pour me consacrer à ça. Voilà. C'est un peu le cycle, j'ai l'impression, on redonne à la communauté, après avoir justement pu acter pendant si longtemps. Ouais, c'est ça. Bon, j'y reviendrai sans doute, mais voilà, là en ce moment, c'est une petite pause pour ce projet-là. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et du coup, Sarah, toi, si je comprends bien, t'es passée de l'écriture à l'audiovisuel cinéma au jeu vidéo, et c'était quelque chose que tu projetais quand même à un moment de ta vie, ou c'est vraiment un truc qui est venu du fait des circonstances que j'ai projeté oui et non, dans le sens où j'ai repris des études pour pouvoir faire ça aussi, mais j'ai pas abandonné l'audiovisuel pour le jeu vidéo. Je suis restée plurimédia. C'est hyper important pour moi. J'ai pas abandonné le théâtre, j'ai pas abandonné le ciné, mais donc j'ai pas projeté ça, on va dire sciemment. Tu vois, c'était pas je vais faire du jeu vidéo une carrière sérieuse et longue, mais ça c'est très bien. Le jeu vidéo est très en recherche de scénaristes de cinéma ou de théâtre par ailleurs. Il y en a aussi qui vont chercher des dialoguistes de théâtre. Donc c'était une opportunité qui s'est présentée, plusieurs à la suite, et ça s'est bien présenté, mais c'était pas calculé. C'était pas calculé. Ok. Ouais. Alors malgré tout, du coup, l'idée c'est qu'il y ait des gens du jeu vidéo et des gens de l'audiovisuel, ou juste des curieux qui soient là ce soir. Peut-être est-ce que tu pourrais un peu préciser quel est ton rôle du coup sur ton dernier poste là où je suis maintenant. Ouais, c'est ça, pour qu'on comprenne bien, parce que t'es pas tout à fait du côté de l'acting, mais t'es pas très loin. Ouais. Mais on y reviendra, mais déjà c'est bien comprendre ce que tu fais là maintenant. En quelques mots, très rapidement, le rôle d'une en l'occurrence parce que une directrice de la narration, c'est de chapeauter avec l'ensemble des directeurs qui conçoivent un jeu vidéo, de chapeauter toute la partie narrative. Ça veut dire l'histoire, ça veut dire les personnages, ça veut dire la narration au sens large, la narration environnementale par exemple aussi. On travaille en collaboration, en itération avec tous les autres directeurs. On est 13 directeurs. Et l'équipe sur Assassin est grande, je crois qu'on a un pic à 600 personnes, mais pour le coup, voilà, on est 13 directeurs, un directeur par département. Donc mon rôle, c'est de chapeauter tout ça et donc de gérer une équipe de scénaristes. Et de mémoire, à chaque fois j'ai peur de faire une erreur, mais je crois il y a 3 leads scénaristes et 9 scénaristes en tout, sachant que les leads écrivent aussi. Voilà, donc mon rôle, c'est ça, c'est de chapeauter du début jusqu'à la fin du projet. C'est très différent du cinéma, on est là jusqu'à la fin. De chapeauter la narration au sens large. Voilà, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on raconte dans ce jeu, les thématiques, les piliers narratifs, etc. etc. L'histoire, les dialogues, tout. Et donc le rapport à l'acting là-dedans, c'est que du coup notre rôle, enfin mon rôle en l'occurrence sur la narration, c'est aussi justement de suivre le casting, le doublage, l'intégration des dialogues, etc. etc. Et donc on est très, très en lien avec le directeur audio, enfin l'équipe audio en général et le directeur réel. Voilà, donc c'est un peu l'équipe narration. Ça, du coup, on rentrera dans le détail, effectivement, du rôle de l'acting dans le jeu vidéo. Mais juste pour compléter un peu sur chacun de vos parcours respectifs, du coup, toi, dans ce que j'en comprends, donc ce que tu dis là, depuis 3 ans, tu es plus focus sur la question de la formation à travers donc, les escales buissonnières. Et pareil, qu'est-ce qui fait que tu as eu envie à un moment de faire une petite pause dans le jeu, et puis après, et pourquoi cette envie d'aller du côté de la formation
Alors, c'est pas une transition qui s'est faite d'un coup. Ouais, c'est-à-dire que les escales buissonnières, ça fait 12 ans que ça existe. Donc, voilà, il y avait déjà cette existence-là, et les choses se menaient un petit peu en parallèle. Après, les choses pour moi se sont un petit peu, j'allais dire, tuilées, dans le sens où je pense que, très honnêtement, je parle très honnêtement devant vous ce soir, je crois que j'ai perdu une petite flamme sur le jeu à un moment, et je pense qu'il demande qu'à être retrouvé. Et en même temps, il y avait ce projet qui se développait. Donc voilà, les choses se sont faites un petit peu comme ça. Et du coup, la flamme qui s'est un peu perdue du côté du jeu s'est retrouvée du côté de la formation. Enfin, oui, complètement. Alors même si, en l'occurrence, moi, je ne forme pas. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis plus là. Voilà, je dirige cette structure, mais c'est autre chose. Je travaille avec des gens super. Voilà, c'est autre chose. Il n'y a pas un peu aussi ce sentiment peut-être de retrouver la flamme auprès justement des nouvelles générations? Alors si, oui, moi je vais souvent sur les formations. Alors notamment, on a des choses très 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 différentes. On a, comme je disais, des formations pour des musiciens, pour des formations sur de la production audiovisuelle, mais aussi beaucoup de formations pour comédiens, et j'aime beaucoup m'y rendre sur les formations, voir les gens travailler, et ça peut redonner la flamme. Non mais c'est vrai, de voir... voilà. Ouais. De voir aussi des jeunes qui... Ouais, exactement. Des personnes qui ont... Je suis désolée, vraiment. Des personnes qui ont vécu... qui vivent aujourd'hui. Ce que vous avez vécu peut-être avant. Ouais, c'est ça. Ce que les autres ont vécu avant. Et de refaire face justement à ces mêmes problématiques et de pouvoir aussi aider sur ces problématiques-là. Ça peut amener une nouvelle forme aussi de flamme. Exactement. Du coup, ce qui nous intéressait, c'est effectivement de vous inviter. Alors l'un, plutôt toi, côté cinéma audiovisuel. C'est toujours un peu artificiel, mais malgré tout, il y avait un peu de ça. Et puis Sarah, du côté plus jeux vidéo. Ce qui nous intéressait aussi dans votre binôme, c'est que vous avez un rapport malgré tout différent à l'acting. C'est-à-dire qu'il y a un vrai goût pour l'acting qui vient de loin, j'ai l'impression. Mais l'un, toi, plutôt comme praticien et formateur, on va dire. Et puis toi, plutôt en accompagnement, du côté de l'écriture, du côté, là, tout ce que tu as fait du côté du jeu vidéo. Et on voulait savoir un peu... Cette question est sans doute beaucoup trop vaste, mais malgré tout, ça nous intéressait de savoir d'où vous venait en fait ce plaisir pour l'acting, à la fois toi plutôt de l'intérieur et toi plutôt en parallèle, quoi. Donc allez-y, c'est le moment psychanalytique du moment. Qu'est-ce qui a créé ce goût-là pour l'acting ? Alors, qu'est-ce qui a créé ce goût-là ? Je pense pendant très longtemps, je n'en savais rien du tout. Ce qui a créé j'allais dire, ce goût-là, c'est en pratiquant, en fait. Moi, je me suis retrouvé un petit peu par hasard pendant mes études, qui n'avaient rien à voir. J'ai fait des études scientifiques, des études d'ingénieur, et en fait, par hasard, je me suis retrouvé un peu dans un atelier théâtre, et puis c'est en pratiquant, comme beaucoup de gens, en pratiquant, je me suis dit, mais ça me plaît, qu'est-ce qui se passe ? En fait, je crois que c'est... je sais pas, c'est peut-être un lieu commun, mais je crois que c'est aussi la possibilité à la base de laisser un peu libre cours aussi aux choses en soi, aux émotions. Bon, voilà, je vais donner ça fait peut-être lieu commun, mais j'y crois beaucoup quand même à ça. Jouer, c'est être dans, pour moi, alors ça va être un peu pompeux, mais c'est être à l'instant présent. Voilà. Et c'est peut-être, je pense que le plaisir qu'on a à jouer, il vient essentiellement de là. Je pense que s'il y a des gens, et je sais qu'il y en a dans cette salle qui connaissent ce plaisir-là d'être sur scène, je crois que ce plaisir-là, il vient surtout de ça, d'être... le temps s'arrête, on est à l'instant présent, on est dans la peau de quelqu'un d'autre. Bon, ça c'est un peu des clichés, mais je pense que c'est ça qui est en tout cas chez moi, c'est ça qui est recherché. Voilà, à la base sur le goût du jeu, le plaisir du jeu. Voilà.
Et pour toi, Sarah, avec cette place plus périphérique, enfin, je sais pas bien comment la désigner, mais... Ouais, non, moi je pense que moi j'ai toujours pensé qu'on faisait le même métier en fait. Donc, par exemple, moi je monte pas sur scène, je monterai jamais sur scène. Je te disais tout à l'heure, jamais de la vie. Sauf ce soir, du coup. Non, mais je veux dire pour jouer un autre rôle, tu vois. Et encore là, je suis dans la peau de quelqu'un d'autre un peu. Mais pour le coup, oui, tu vois, je monterai jamais sur scène pour jouer un rôle, ça c'est clair. En revanche, on fait le même travail dans le sens où notre boulot c'est de se projeter justement dans la peau de quelqu'un d'autre et de créer à partir de ça. Donc on fait le même travail et moi j'ai toujours eu une fascination très profonde pour le métier de comédien et très vite quand j'ai commencé à écrire j'ai eu envie, en fait la transition entre le papier et la scène ou le papier et la caméra, peu importe, c'est le papier et le micro pour le doublage, c'est toujours un moment absolument terrible à vivre pour un scénariste. Vraiment, hein, Fawzi, c'est ce que je veux dire par là. Mais oui, donc il y a un moment un peu de deuil, hein, pour le coup. Le moment où on entend ces mots pour la première fois dans la bouche d'un comédien, c'est assez violent. Et j'avais envie de comprendre un peu plus ce processus. Et donc je suis très vite allée vers les comédiens. J'ai lu tout ce que je pouvais lire sur le jeu. Ça m'a toujours passionnée, avec une grosse préférence pour... je crois que c'est Blasphème à l'usage de l'acteur, ou c'est ça, hein, de David Mamet. Bon, mais j'ai lu plusieurs bouquins comme ça. J'aime beaucoup étudier le cerveau des comédiens. Il y a des bouquins géniaux sur le cerveau des comédiens. Bref, parce que du coup, voilà, j'essaie de voir comment ça fonctionne et comment se passe la chimie là-haut. Et voilà, donc je suis venue puis aussi parce que le réseau lyonnais fait qu'on est beaucoup en lien avec des comédiens tout le temps. Et que je fréquente beaucoup trop de comédiens au quotidien. Donc c'est aussi cette passion-là, cette fascination et cette admiration pour le métier qui fait que j'y suis si attachée. Et parce qu'encore une fois, on est toujours ensemble, on travaille toujours ensemble. C'est important. Et du coup, la question justement sur laquelle j'aimerais rebondir, c'est, voilà, tu me dis que tu côtoies beaucoup de comédiens, etc., d'acteurs. Que ce soit dis beaucoup trop. Beaucoup trop. Que ce soit dans le jeu vidéo ou le cinéma. Alors, du coup, c'est pour vous deux cette question, effectivement, mais selon vous, du coup, comment on parvient justement, comment on arrive à rentrer dans ce milieu, comment on parvient à devenir aujourd'hui acteur, que ce soit dans le cinéma, mais également dans le jeu vidéo. Vous avez 3 heures. Comment on parvient, c'est avant tout des rencontres. On peut pas. Non, mais ce que je. Non, mais on peut pas être comédien tout seul, j'allais dire tout seul dans son coin. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il faut être curieux. Je pense qu'il faut être curieux. Il faut pas avoir l'esprit non plus trop fermé. C'est-à-dire que c'est bien de savoir, et moi c'est un parcours que j'ai fait à un moment, de comprendre aussi l'endroit où on aime être, les familles par exemple de théâtre, ou l'esthétique dans lesquelles on aime être. Alors par exemple, si on fait le lien avec la narration, l'histoire, moi j'ai mis un petit moment à comprendre que ce que j'aimais, c'était du théâtre. Ce que j'aimais jouer, ce que j'aimais aussi en tant que spectateur, c'était un théâtre qui raconte des histoires, avec des personnages, avec une narration, avec des émotions qui sont véhiculées. Voilà. J'ai pratiqué un autre type de théâtre, du théâtre contemporain, où on est assis sur un cube et on débite un texte en regardant la ligne bleue des Vosges, comme ça. On ne sait pas trop ce qu'on joue, mais bon, voilà. Je me moque pas. Je sais qu'on peut trouver son plaisir là-dedans. Moi, c'était pas le mien, donc j'ai mis, voilà. Après, je pense que même si on a il faut savoir où on aime être, mais je pense qu'il faut rester ouvert aux choses pour aussi aller vers les autres, aller vers les opportunités en quelque sorte pour découvrir aussi. Ouais. Et je pense que moi, si je réfléchis un peu, il n'y a rien de magique là-dedans, mais les opportunités que j'ai eues, on va parler si c'est le terme qui est utilisé, en fait, les opportunités que j'ai eues, les choses qui... Enfin, quand je dis marquantes, en tout cas qui ont été marquantes pour moi déjà, elles se sont faites quand j'ai été, alors ça fait un peu conte de fées ou machin, mais quand j'ai été
sincère avec ce que je voulais faire, avec l'endroit où j'aimais être. Si je parle par exemple de Kaamelott, l'histoire à la base, c'est que j'avais vu un spectacle de Jean-Christophe Ambert, dont on parlait récemment avec Thomas, qui était metteur en scène, qui joue Caradoc dans la série, qui était metteur en scène de théâtre, et j'avais vu un de ses spectacles, j'avais adoré, il était jeune metteur en scène, sans moyens, tout ça, et je lui ai écrit, et je lui ai dit, j'ai adoré, j'ai envie de bosser avec toi. Il m'a proposé d'être son assistant et de jouer un petit rôle dans une des pièces. J'ai joué, je l'ai fait, et c'est là que j'ai rencontré Alexandre Astier, et pas mal de gens. Donc, il y a du hasard, mais il y a aussi le fait que je suis allé vers l'endroit où que je sentais bon pour moi. C'était le fait de suivre en fait tes envies au fur et à mesure et de te retrouver au bon endroit, au bon moment et là où tu te sentais à ta place à l'instant T. Exactement. Alors voilà, ça fait un petit peu conte de fées, mais j'y crois beaucoup quand même à ça. Alors, après, du coup, effectivement, l'enjeu de la soirée, c'est un peu de comprendre effectivement comment ça peut fonctionner du côté théâtre, audiovisuel, cinéma, on va dire, où effectivement, j'imagine, ça fonctionne beaucoup par des rencontres, des histoires de familles qui se tricotent petit à petit. Voilà, par exemple, tous les comédiens qui ont suivi Kaamelott de bout en bout, et il y a peut-être d'autres familles dans lesquelles tu es du côté du théâtre et tout. Après, l'impression qu'on peut avoir du côté du jeu vidéo, c'est que ça se joue peut-être un peu différemment, comme c'est des beaucoup plus grosses machines. Comment toi, tu arriverais à dire comment un comédien arrive petit à petit à rentrer dans ce secteur qui, pour le coup, est moins connu du côté de l'acteur, quoi. Comment on arrive à rentrer J'aurais du mal à te répondre du point de vue du comédien. Bien sûr, non, du point de vue de là où tu es. Parce que, en l'occurrence, quand on parle d'Ubisoft, on parle de comédien, la langue master dans le jeu vidéo, c'est l'anglais. Donc on enregistre d'abord en anglais et ensuite il y a ce qu'on appelle la localization, donc on traduit. Donc il y a d'autres acteurs qui vont doubler, mais pour le coup, la langue master, c'est l'anglais, donc c'est un peu différent comme système. Et ça marche beaucoup comme le doublage en France. Il y a des catalogues. Donc, quand on va demander tel profil de comédien, on veut un comédien qui est comme ci, comme ça, qui a telle origine, qui a tel type de voix, etc. Et, ils vont s'adresser à du coup, on a un studio qui s'occupe de ça, qui va regarder la liste de comédiens qu'ils ont déjà j'allais dire en stock, je trouve pas le bon terme. Non, mais du coup, ça donne cette impression un peu d'industrialisation du choix du comédien, quoi. On peut le ramener si ça marche pas. Alors oui, on peut. Ça se répare difficilement, mais donc ouais, pour le coup, on a un système comme ça de catalogue. Voilà, chercher le terme. Un catalogue de comédiens. Et si vraiment on trouve pas le profil, là ils ouvrent le casting, etc. Donc c'est un peu comme ça fonctionne aussi dans les studios de doublage en France. Comment on en vient là en tant que comédien? Honnêtement, je peux pas te dire. Je peux te dire qu'est-ce qu'on recherche et quels sont les points importants pour des doubleurs de jeux vidéo. Ça, on peut en parler. En revanche, comment est-ce que les comédiens arrivent à rentrer dans ces catalogues-là? C'est différent en fonction des pays. Mais ne serait-ce que sur le vocabulaire que tu utilises, catalogue, etc. Sur le fait en fait, on va chercher des profils, c'est ça, plus que des personnes. Où du coup, il y a peut-être moins l'enjeu d'affectivité qu'on peut vite sentir. Oui. Où voilà, toi, tu te lis avec une équipe, avec un réalisateur, et il y a un désir de collaborer, etc. Là, dans ce que j'en comprends du côté du jeu vidéo, c'est assez rarement j'ai trop envie de... Alors, c'est peut-être sur les rôles principaux. Et voilà, du coup, c'est là où j'aimerais que tu nous nuances. Parce que sinon, on pourrait donner un peu l'impression que c'est... même plus tout à fait des êtres humains, mais tu vois, il nous faut une voix grave avec un petit bout de non, tout mais ça. parce que oui, mais comme pour un casting classique où tu vas dire voilà, il me faut telle personne en fait pour le coup. Mais là, on va chercher tel type de voix. Donc et c'est assez fascinant d'ailleurs parce que le tout premier casting que j'ai fait à Ubisoft Montpellier sur Beyond Good and Evil, pour le coup, c'était tout, j'avais pas de visuel, donc je voyais pas les comédiens. Et moi, j'avais un catalogue, donc j'avais demandé telle voix pour tel personnage. Et ils sont tous arrivés les uns à la suite des autres. Et à chaque fois que je les entendais, moi, c'était mon premier casting en anglais. Je me dis, mais c'est lui. Ah ben non, c'est lui aussi. C'est lui. Et c'était assez génial parce que le travail justement sur les catalogues était
ils avaient trouvé les types de voix. Il y a aussi des gars qui sont des directeurs voix en interne qui sont justement chargés de trouver les bonnes voix. Pour moi, c'était fascinant. Ils étaient tous exceptionnels. C'était très dur de choisir. Mais les accents aussi, c'était génial. Et pour le coup, si derrière, donc on choisit les gens donc sur leur voix, évidemment, parce que on s'en fiche de la tête qu'ils ont, mais pour le coup, on choisit les gens sur leur voix, mais derrière, évidemment que la personnalité rentre en compte aussi. C'est quelqu'un qui est capable de comprendre le rôle qu'on va lui... Surtout sur des rôles principaux, qui est capable de comprendre le rôle qu'on va lui confier. On discute avec les comédiens derrière, on les rencontre, on leur parle du rôle, etc. Donc on voit aussi leur comportement, la manière dont ils appréhendent le texte. C'est comme sur un film. Ça. Là, pour le coup, Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple? Parce que ça me paraît très mystérieux des types de voix que tu demandais. Enfin, tu vois, c'est comment? Parce que c'était compliqué de décrire, j'imagine, à un moment. Alors, je voudrais tel type de voix. Alors, pour le coup, on a des voice designers, donc des gens qui sont spécialisés dans les voix, qui sont là aussi pour essayer avec toi de préciser ce qu'on veut. Par exemple, je sais que sur un rôle en particulier, sur un autre projet, je voulais une voix j'avais dit, je veux une voix de fumeur. Je veux je veux avoir une voix bien rauque, un truc qui part de très profond, qui est grave, où tu sens que le mec, il a vécu. Et on donne des références de voix aussi. On dit, je veux la voix d'un tel ou d'un tel, je veux ce genre de voix-là. Et après, ils arrivent tous en casting, ils ont tous ces voix-là. Tu sais, c'est pas possible où ils les trouvent, c'est génial. C'est Noël. Mais du coup, voilà, c'est ce type de... Voilà, par exemple, je sais pas, sur une voix féminine, dire, voilà, je veux une voix, quelqu'un de très posé, qui a une voix... qui a l'habitude de parler longtemps, donc une voix très claire, etc. Donc on va donner des adjectifs comme ça, et les voice designers sont là aussi pour nous aider à préciser aussi ce qu'on veut des fois. On donne des visuels aussi, des fois ça aide. Voilà, le personnage ressemble à ça, je voudrais une voix qui porte ce visuel-là aussi. Voilà, ce genre de choses. Au niveau justement des projets, alors du coup quand on est dans un projet, c'est un travail d'équipe. Donc, selon les personnes avec qui tu travailles, il y a des personnes avec qui tu vas mieux coller que d'autres, etc. Est-ce que c'est déjà arrivé, justement, que dans les acteurs et actrices avec qui tu travaillais, tu t'entendes suffisamment bien avec elles ou eux pour, justement, retravailler plus facilement après sur d'autres projets avec ces personnes? Alors, dans le jeu vidéo, ça m'est jamais arrivé de travailler 2 fois avec la même personne. Par contre... oui, en fait, je m'entends très bien avec des comédiens actuellement. Voilà, le comédien principal qui joue notre rôle principal sur Assassin's Creed Mirage, qui s'appelle L'Image Double. C'est un gars extraordinaire. Je sais que si un jour j'ai l'occasion de retravailler avec lui, je le ferai avec grand plaisir. Parce qu'on s'entend extrêmement bien et que c'est quelqu'un qui travaille très bien. C'est des liens qui se créent aussi, en fait. Ah bah oui. Ouais. C'est pas juste une voix que tu as derrière ton moniteur et que après ton non, monteur parce que va retoucher. Cette voix-là, c'est notre personnage. Donc moi, j'ai mis beaucoup d'affect dans plein de personnages comme ça. Quand il y a un comédien qui arrive et qui est capable de porter ce personnage-là et qui lui apporte en plus des choses supplémentaires, qui met du sien aussi dans ce que toi, tu as mis dans l'écriture, c'est tellement précieux que voilà, à chaque fois que j'en parle, ça me fait des petits... c'est des moments d'émotion très intenses. Donc oui, on se lie énormément avec les comédiens. Peut-être pour ça que ça me fascine autant, ce métier-là. Parce que c'est... première personne avec qui je vais dialoguer en fait sur mon écriture. Et juste peut-être dernière question avant de passer à la suivante qui m'intéresse parce que j'y pense justement. Tu me disais tout à l'heure que tu t'intéressais énormément à la psychologie justement des acteurs. Est-ce que toi tu les accompagnes justement? Est-ce que tu fais ce travail de manager justement les acteurs pour arriver là où tu veux arriver avec tes personnages que tu as créés? Alors, en général, oui. Dans le jeu vidéo, et particulièrement à Ubisoft, le fonctionnement, c'est qu'on a ce qu'on appelle des voice directors, tout est en anglais encore une fois, mais des directeurs voix, qui sont là pour gérer les sessions d'enregistrement. Donc, moi, en l'occurrence, j'arrive en amont, donc je discute avec les comédiens, on parle du rôle, etc. Ça sur les rôles principaux, en tout cas. On discute, on a des échanges là-dessus. Je suis présente au maximum sur toutes les sessions d'enregistrement. Il y a toujours aussi un scénariste anglophone parce que je veux, au cas où il y ait un problème de prononciation, ça arrive. En fait, des fois, on se rend compte que quand on prononce la phrase qui a été écrite, ça passe pas très très bien. Donc, c'est bien s'il y a un scénariste qui est là, anglophone, pour réécrire au débeauté. Ça, c'est important. Et puis aussi parce qu'ils connaissent bien leur scène, donc c'est très bien qu'ils soient là aussi. Donc, moi, j'essaie d'être là tout le temps dans les sessions. Mais c'est le rôle du directeur voix, même si on donne notre avis et que je dis ça c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, bref, je donne mon avis, mais je reste silencieuse, on passe par un chat et j'évite de m'interposer dans le travail du directeur voix parce qu'ils ont tous leurs méthodes en plus, des méthodes très différentes.
Donc j'évite de me mettre au milieu, ce qui est hyper frustrant des fois, pour le coup. Ouais. Du coup, on voit que de ce côté du jeu vidéo, le jeu se matérialise essentiellement par la question de la voix. Et je me demandais du coup, est-ce que dans ce rapport à la voix qui du coup doit synthétiser un peu un acteur, est-ce que toi c'est des choses sur lesquelles tu as déjà travaillé en tant qu'acteur, ou est-ce qu'il y a des formations dans les escales? Comment on fait travailler un acteur justement juste sur la question de la voix, ce qui est très différent par exemple, du théâtre dont tu parlais avant, où c'est la voix, le corps, plein de choses quoi. Alors après tout dépend dans de quelle entre guillemets discipline on parle. Si on parle de doublage, alors oui, je fais la promotion. Oui, les escales buissonnières font des formations de doublage, de voix off. Vas-y. Voilà, promotion. Mais après, le doublage, alors j'en parle, je suis pas du tout un spécialiste. Moi, j'en ai fait un tout petit peu. C'est pas pour le coup, c'est pas véritablement mon plaisir. Bon, voilà. Après, je comprends bien comment ça fonctionne. Ça n'est pas du tout, pour le coup, que de la voix. Si on parle de doublage, ça n'est pas que de la voix, c'est vraiment de l'interprétation complète et voire même physique, quoi. C'est-à-dire que quand on est les comédiens qui travaillent un rôle doivent se mettre dans les conditions émotionnelles, mais aussi physiques du personnage. Alors bon, c'est derrière une barre, mais si s'il y a un personnage en train de courir ou de grimper, il faut se mettre dans les mêmes dispositions, voire même physiques. Donc ça va bien au-delà de la voix, mais y compris, je pense, pour le jeu vidéo, parce qu'on a des personnages qui vivent des choses, et il faut être dans alors là, c'est sur autre chose, ou sur une animatique, ou sur... Voilà, mais il faut être complètement dans l'émotion, dans le jeu du personnage qui est à l'écran. Donc ça va bien au-delà de la voix. Alors il y a un choix qui est fait, parce qu'il faut trouver une particularité, comme un casting, mais c'est vraiment de l'interprétation, ouais. Ouais. Alors du coup, donc on continue un peu maintenant pour essayer de rentrer un peu plus dans le détail, en se disant bien que certains connaissent bien le monde du jeu vidéo et d'autres connaissent mieux le jeu du cinéma, donc n'hésitons pas à être pédagogue. Mais c'était juste, en fait, on se redisait très concrètement, dans le processus créatif, que ça soit du côté, on va dire, audiovisuel cinéma, on va laisser le théâtre de côté, ou du côté du jeu vidéo, et finalement, à quel moment l'acteur intervient dans tout ce processus, comment ça fonctionne, voilà, sur un film ou une série, quoi, pour le dire vite, et après autour d'un jeu vidéo, ce qui nous semblait que c'était assez finalement différent dans les étapes, dans la direction, dans tout ça. Donc peut-être commencer par le cinéma, ou peut-être on se représente un peu mieux, parce que c'est un peu plus connu du grand public, et puis après Sarah plutôt sur le côté jeu vidéo, quoi. Alors, sur un tournage, le comédien intervient relativement tard, même très tard dans le projet global. Moi, j'intervenais dans des formations pour comédiens, des formations de jeu caméra, plutôt pour des comédiens qui viennent du théâtre et qui ont envie de passer devant la caméra et d'aller un peu plus vers des projets audiovisuels, télé, cinéma. Et c'est une des choses, au-delà de la technique de jeu qui est quand même différente. Il y a vraiment quelque chose à trouver. Il faut comprendre. Moi, j'aime bien parler de l'endroit où ça se passe. Bon, voilà. Mais au-delà de ça, c'est hyper important pour le comédien, par exemple, qui vient du théâtre et qui passe à l'audiovisuel, de comprendre qu'il n'a pas du tout la même place qu'au théâtre. Il intervient effectivement très tard dans le processus, c'est-à-dire que, alors même si au théâtre, il y a un metteur en scène et des gens qui ont bossé en amont sur le spectacle, mais là, l'audiovisuel, voilà, il y a des gens qui travaillent depuis des mois, voire des années. Alors, des semaines pour la partie, là je parlais de la production, mais des semaines pour la partie, parfois, tournage. Il y a alors après, tout dépend quel type de rôle on interprète, si on a un rôle conséquent ou si on intervient, si on a 1 jour, 2 jours de tournage, ce qui est le plus fréquent, c'est-à-dire pour la majorité des comédiens, c'est ça.
il faut vraiment avoir en tête qu'on intègre une espèce de grand Barnum, qui est en marche depuis un bon moment. Et il faut avoir l'humilité de se dire qu'on on apporte son écho, mais il faut intégrer cette machine qui est en route. Il faut accepter aussi, à l'inverse voilà, je fais parler avec le théâtre, mais qu'on n'a pas du tout le même pouvoir sur et la même place du coup, mais le même pouvoir sur le résultat final. Au théâtre, si on est sur scène, on est complètement maître on va dire de ce qui est produit, du résultat. Si j'ai envie de faire une pause dans mon texte un peu plus longue, de marquer un temps, si j'ai envie de jouer, d'aller plus loin dans l'émotion, je le fais, et c'est moi qui maîtrise le résultat, ce que voient les gens au cinéma ou à la télé. Il faut que le comédien comprenne qu'il maîtrise, il est au service d'eux, et il ne maîtrise pas du tout ça, d'une part parce qu'il y a effectivement le montage, il y a le choix des prises, des plans, parce qu'on peut faire ce qu'on veut, mais si on est filmé... si on est filmé en plan large depuis le fond de la salle, ça ne va pas avoir du tout le même impact. On peut mettre le jeu qu'on veut, ça ne va pas avoir le même impact que si on est filmé en gros plan. Et ça, on ne le maîtrise pas, il faut l'accepter. Voilà, il faut intégrer qu'on arrive très tard sur une production, qu'on apporte son écho et puis que c'est fini très vite aussi. Oui, voilà, moi j'avais l'impression, on peut peut-être compléter aussi de ce côté-là, c'est que j'imagine, dans ce que j'en comprends et dans ce que j'en connais, la rapidité extrême aussi, c'est-à-dire que ce Barnum dont tu parles qui s'installe et qui peut mettre un peu de temps, les décors, l'image, la lumière et tout, et puis vous arrivez au moment de la scène, et il faut aller hyper vite en fait, assez vite, surtout peut-être du côté de la série, j'imagine la version série de Kaamelott, où ça devait enquiller relativement vite. Les épisodes les uns après les autres, donc les scènes les unes après les autres. Oui, et ça, c'est différent aussi du théâtre où j'ai l'impression qu'il y a un temps de maturation où on peut rejouer. Là, les représentations peuvent durer très longtemps, etc. Et puis il y a des répétitions. Au théâtre, en règle générale, voilà, on a des répétitions plus ou moins longues, mais on a des répétitions. On travaille effectivement. Il y a tournage, les répétitions en télé, ça n'existe pas du tout. On a été choisi pour ce qu'on est, au casting. Alors, je ne parle pas de Kaamelott, qui était un cas à part, parce qu'il n'y a pas eu de casting du tout, mais c'est une exception, vraiment. Ça n'existe pas normalement, ça. On a été choisi pour ce qu'on est, pour l'énergie de jeu qu'on a, pour ce qu'on dégage. Et puis on arrive sur le tournage, et il faut être là tout de suite, donner... Donc, effectivement, ça n'a rien à voir. On ne place pas du tout son énergie de la même façon, puisqu'effectivement, le but du jeu, et ça peut être un vrai plaisir aussi dans le jeu, d'être très, très, très focus, comme ça, et moi j'aime bien dire que c'est de la dentelle, souvent. Après, ça dépend ce qu'on a à jouer. Si on joue un caissier qui rend la monnaie, on ne fait pas forcément de la dentelle, mais quand on peut faire de la dentelle, c'est un vrai plaisir, mais d'être focus comme ça sur 1 minute. Et il faut placer son énergie, savoir placer son énergie pour être focus sur... Du coup, ça veut dire que là, par exemple, sur le tournage de la série, il y avait très peu de temps de préparation ou de répétition. Il n'y avait pas de répétition. C'est-à-dire que vous aviez le texte et puis alors, c'est parti, quoi. Alors, si on parle mais il n'y a jamais de répétition, en télé en tout cas. D'accord. Il y a jamais, au cinéma, un peu, mais guère plus. C'est rare, guère plus, de moins en moins. Et en télé, aucune répétition. C'est à la limite, même pas une lecture collective. À la limite, une lecture sur un téléfilm. À la limite, ça m'est arrivé de faire une lecture en amont du tournage. Bon, une lecture honnêtement qui apporte pas grand-chose.
c'est même pas une lecture travaillée, c'est une lecture. Bon, alors on lit tous ensemble, c'est sympa, on se rend compte, mais ça fait pas, ça apporte pas grand-chose. Et donc non, voilà, il faut. Donc c'est à toi de construire ton truc tout seul un peu dans ton coin, avant que la caméra me mettrait, t'espères d'être raccord avec ce que le metteur en scène imaginait, quoi. Alors s'il y a eu un casting, le casting est fait pour ça en fait. Lui, il sait qu'on va être raccord. On est choisi pour ça. Il sait voilà, qu'on va être le personnage qu'il a en tête. Donc et c'est pour ça qu'aussi il faut aussi le. Enfin, c'est pas dédramatiser, mais avoir ça en tête, se dire j'ai été choisi, donc c'est que parce que ça peut je colle au truc qu'il veut. Mais par contre, après, les réalisateurs, c'est pareil. Il y en a qui dirigent, et puis il y en a qui dirigent absolument pas, mais pas du tout. C'est-à-dire à qui on dit bonjour en arrivant sur le plateau, et puis on les entend pas, et donc il faut se débrouiller, quoi. Il faut. Ouais. Et du coup, pour conclure un peu sur l'aspect ciné, donc tu dis que vous arrivez très en aval, pardon. Il y a déjà plein de trucs qui sont passés. Vous arrivez sur un temps très court, et après il y a un temps hyper long de montage, post-production, etc. Et du coup, vous vous retrouvez aussi. Enfin voilà, vous n'avez plus aucun impact après, quoi. Et on n'a plus aucun impact, et c'est pareil, il faut accepter qu'on n'aura pas d'impact sur le résultat final. Et encore une fois, comme je disais, et sur les plans qui ont été tournés, sur le type de plans qui ont été tournés. Et parfois, on voit le résultat et on se dit oh putain, merde, pourquoi il a pris ce plan-là? On me voit pas, alors que j'étais super. Alors que j'étais super sur ce morceau. Et en fait, voilà, et bon, et finalement, on se retrouve, on est de dos, enfin, où on est, ils ont pris un plan où il y a que le chant, sur l'autre comédien ou l'autre comédienne. Et on se dit, oh merde, mais c'est pas vrai. Voilà. Donc ça arrive souvent. Et puis le montage, ou d'être coupé, ou les prises qui sont choisies. Moi, je me suis fait avoir, je le dis avec tendresse, parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, un réalisateur avec qui j'ai bossé plusieurs fois et que j'aime bien. Je crois qu'il aimait pas du tout ce que je proposais. Pour le dire avec beaucoup clairement. De tendresse. Oui, mais bon, voilà, parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, et voilà. Mais je crois qu'il aimait pas du tout ce que je proposais. Et systématiquement, on n'était pas d'accord d'ailleurs sur même presque ce que c'est que la comédie, et le comédien, sa place là-dedans. Bon, et il me poussait toujours à en faire un peu, en faire des caisses. Parce que on n'avait pas du tout la même vision, voilà. Et systématiquement, il m'a fait ça tout le tournage. On faisait les prises, il me laissait faire ce que je voulais, et puis il me demandait systématiquement une petite prise, comme ça, allez, vas-y, je pousse un peu, là, allez, on déconne, vas-y, pousse un peu, machin. Et au montage, j'avais que ces prises-là. Et moi, le résultat, j'étais pas très content, enfin moi, de trucs. Et ça, je le maîtrisais pas du tout. Ça, il faut l'accepter. Et on voit le résultat. Et là, je m'étais dit, excusez-moi l'expression, je me suis fait niquer. Et malgré tout, du coup, ça fait créer quand même un paradoxe, parce que dans ce que toi tu en dis, finalement, il y a une espèce de modestie de la place de l'acteur dans l'ensemble du processus. Et pourtant, à la fin, c'est paradoxal, parce qu'à la fin, les spectateurs se cristallisent énormément du côté des comédiens. Et autour de Kaamelott, il y a quand même eu un engouement qui s'est cristallisé très fort sur la plupart des comédiens. Ouais. Alors que toi, tu dis, bah ouais, mais en fait, on était là à peu près à un moment. Après, ils ont été très bien choisis et tout ça. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Mais comment on vit aussi ce paradoxe d'avoir été là et puis finalement. Alors, Kaamelott, si je fais. Bon, voilà, puisque j'ai la question, j'en parle, mais c'est un petit peu différent. Sur plein de points, c'est différent. Sur le reste, voilà, et même sur le jeu et sur la place qu'on avait. Parce que, en fait. On était beaucoup en tout cas, des comédiens de théâtre à la base. C'était parmi nos premières expériences de tournage. Moi, j'avais mon fait de gloire dans l'audiovisuel, c'était une séquence dans cette magnifique série qui s'appelait Lyon Police Spécial, que les plus anciens dans cette salle ont vu, peut-être. Voilà, j'avais 2 répliques. Je regardais mes chaussures et je disais
pourquoi, quand on cire ses pompes, il y en a toujours une qui brille plus que l'autre. Voilà. Donc ça avait donné 20 prises. Ça avait donné, je pense, une vingtaine de prises. Le réalisateur s'arrachait les cheveux parce que moi qui venais du théâtre, j'essayais de faire sonner ce magnifique texte. Et de mettre des accents sur les trucs. Et il n'avait pas aimé, le réalisateur. Et ça a pris du temps. Bref, voilà. Et c'était, en tout cas pour Kaamelott, pour tous, pour beaucoup, premières expériences de théâtre. Et Alexandre avait dit, je me souviens, à la seule lecture qu'on a fait, de la première saison, c'est le seul moment où on a lu, parce que c'est le seul moment où les textes ont été écrits avant. Donc voilà. Et il a dit à toute l'équipe technique, enfin devant l'équipe technique, il a dit là le plateau c'est pour vous. Les comédiens, c'est pour vous, parce qu'il savait qu'il avait affaire à des comédiens assez peu expérimentés sur le tournage. Donc, il a voulu absolument privilégier le jeu, qu'on se sente bien. Et ça allait. Et de fait, d'ailleurs, on tournait énormément. On tournait les premières saisons, je pense, 12 minutes utiles par jour, ce qui est énorme. Mais on jouait tout le temps. Et on avait un peu l'impression d'être au théâtre. Donc, c'était particulier. Ouais, c'est là où c'est très singulier. Parce qu'une journée de tournage, on était sur le plateau et on enquillait des scènes et on jouait. Ce qui est difficile, c'est effectivement de faire une séquence, de s'arrêter 3 heures, d'aller en loge, puis de revenir faire 30 secondes. Et voilà. Ouais. Donc là, c'était particulier. Ok. Et alors, donc, du côté du jeu vidéo, qui pour le coup est un domaine qu'on connaît beaucoup moins dans comment les acteurs y rentrent dans le processus, si tu arrives un peu à nous donner les grandes lignes. Dans le processus, de toute façon, la logique des choses, c'est qu'ils arrivent après le texte. Ça ne change pas, hein, dans tous les cas. Mais la grosse différence, je dirais, avec le cinéma et la télé, c'est qu'ils connaissent pas il n'y a pas de frénésie. Tu parlais de frénésie, il n'y a pas de frénésie dans une cabine d'enregistrement de doublage. Enfin, non. Donc non, c'est pas du tout la même ambiance et c'est surtout, c'est pas le même cadre. Ils enregistrent rarement à plusieurs. Ils sont souvent tout seuls. Donc tous les dialogues, c'est tout seul. En fonction des directeurs voix, il y a des directeurs voix, par exemple, qui enregistrent ligne par ligne. C'est-à-dire que même si c'est un dialogue du style... bonjour, ça va? Oui, ça va. Et toi? Oui, ça va, merci. Ça se voit que je suis scénariste, mais pour le coup. Non, c'était hyper bien joué. Et donc, c'était bien. Hein. Et donc, du coup, ce type de dialogue-là, ils vont dire bonjour, ça va, 3, 4, 5, 6 fois. Le directeur voix va dire on prend la prise numéro 3. Et ensuite, il passe à oui, ça va, et toi? Tu vois, donc, du coup, il n'y a pas de ping-pong. Voilà. C'est très saccadé. Très saccadé, et ça marche par exemple sur les comédiens très expérimentés parce qu'ils arrivent à garder une musique, ils arrivent à garder un rythme malgré le fait qu'on ait des fois 3 minutes entre 2 répliques qui sont censées être en ping-pong. Mais sur les comédiens peu expérimentés, ça marche pas très bien. Donc en fonction des directeurs voix, il y a des techniques différentes. Il y a des directeurs voix qui eux par contre font la réplique et on enregistre d'un coup la scène et ensuite on la refait une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Mais voilà, ça dépend. Donc ils n'ont pas ce côté frénésie, ils n'ont pas d'image. Rarement, très rarement, on peut potentiellement leur montrer à quoi ressemble le personnage, éventuellement quelques images qui bougent, mais c'est très rare parce qu'on n'est pas dans la différence entre le cinéma, la grosse différence entre le cinéma, la télévision et le jeu vidéo, c'est que le jeu vidéo, c'est un média qui est extrêmement itératif et collaboratif, mais du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, on collabore avec tout le monde et on itère. Ce qui fait que quand le comédien arrive et qu'il a un texte à sortir, eh ben, il n'a pas forcément de visuel sur lequel s'appuyer, pas comme... voilà. Ah, il n'a même pas un chara-design c'est vrai? Pas forcément. Ouais. Ça peut d'accord. arriver souvent, il y en a, en tout cas pour les personnages principaux, oui, mais pas pour les personnages... Puis il y a beaucoup de comédiens qui font ce qu'on appelle des génériques dans le jeu vidéo, c'est-à-dire les comédiens qui doublent plusieurs personnages sur un seul jeu, et donc qui ont plusieurs voix différentes, voilà. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais pour le coup, ils n'ont pas de visuel, ils peuvent pas s'appuyer sur la scène, ils savent pas comment ils bougent, ils savent pas, bref. Ah oui. Donc c'est pas évident. Et puis dans le cas d'Assassin, on parle de personnages qui sont réalistes, mais dans le cas d'autres jeux, par exemple, on parle de personnages des fois qui ressemblent à des cubes. Ça peut être flou en termes de direction.
Tu as dit qu'il y avait des méthodes, justement, Il y par a des rapport à ça? méthodes en fonction des directeurs voix. D'accord. Ouais. Est-ce que tu pourrais en citer peut-être, je sais pas combien il y en a en tout, on les cite pas De méthodes, tu veux dire? Oui. Autant que de directeurs voix. Ok, Mais comme alors- dans le doublage, je pense que c'est Très bien. chacun a sa manière d'aborder le. T'en aurais peut-être que tu pourrais citer, justement, par rapport du coup, à ça? celle-ci, tu vois, Ouais. c'est soit des directeurs voix qui font ligne par ligne, Mm. ce qui est encore une fois adapté uniquement aux comédiens très aguerris, pour le coup. Les autres sont complètement paumés. Et ça s'entend ensuite quand on fait un peu des Frankenstein, on appelle ça, mais on recolle tout et on se rend compte que le ping-pong marche pas bien. Ok. Parce que déjà, le comédien lui-même n'avait pas la musique globale de la scène et le comédien d'en face a enregistré 3 semaines, 3 mois avant. Et puis, du coup, pareil. Donc, des fois, on a la chance d'avoir déjà les enregistrements de l'autre comédien, ce qui fait qu'on peut faire entendre la voix de l'autre comédien au comédien qui est en train d'enregistrer. Mais c'est pas souvent le cas, c'est pas toujours le cas. Et puis, ça prend du temps à l'ingé son d'aller chercher la ligne en question pour lui, surtout quand on a des milliers de lignes. Donc les directeurs voix ont chacun leur méthode, et encore une fois, il y en a auxquels j'adhère plus que d'autres. Ligne par ligne, j'ai vraiment du mal. Vraiment du mal, surtout qu'en plus le comédien entend la ligne qu'on a sélectionnée. Je suis pas forcément fan de ça. En revanche, il y a des techniques beaucoup plus classiques de directeur voix qui donnent la réplique. Et ensuite, quelle ligne on choisit, on le fait plus tard, et le comédien ne sait pas ce qu'on a choisi comme ligne. Dans les directives, justement, dont tu parles, peut-être pour aider l'acteur, est-ce que, par exemple, il y a cette possibilité de... Attends, je vais me décaler parce que... Mais t'en fais pas. Je te fais un torticolis à chaque fois que je te parle, c'est Non. pas possible. Voilà, là c'est mieux. Donc, au niveau justement des directions qui peuvent être données pour les acteurs et actrices, est-ce que par exemple il y a la possibilité de présenter le portrait du personnage, justement pour Oui, si aider on l'a. l'acteur ou l'actrice à savoir comment jouer le personnage? Si on l'a, par exemple, on a eu le cas à un moment donné, ça a aidé le comédien parce qu'on lui disait il faut que tu pousses ta voix plus dans les graves parce que le comédien est un peu plus âgé. Là, dès qu'il partait un petit peu, dès qu'il s'énervait, dès qu'il partait sur des situations un peu de crise, sa voix avait tendance à s'éclaircir, donc à sonner un peu plus jeune. Et donc il fallait qu'il fasse ce travail pour qu'il reste sur son... Donc on lui a montré le visuel du personnage pour lui dire voilà, tu ressembles à ça. Ah ok, donc il arrivait plus à poser sa voix après ça, ça l'a aidé de visualiser. Mais c'est pas facile parce que ça demande un travail de projection énorme. Puis dans le jeu vidéo, on a des scènes classiques, tout ce qui est cinématique, c'est des dialogues, donc ça c'est plutôt classique. Mais on a aussi tout ce qui est ce qu'on appelle des barks, donc des aboiements pour traduire en français, ou des GP lines. C'est pas vraiment aussi. des aboiements, j'imagine. C'est pas vraiment c'est des des aboiements, aboiements. quoique des fois on peut avoir des cas. D'accord. Mais c'est donc ce qu'on appelle des gameplay lines, c'est-à-dire des lignes qui sont je vais essayer de ne pas rentrer dans le détail. Des lignes qui sont systémiques, qui sont lancées. Par exemple, vous croisez un personnage dans une ruelle, dans un jeu, et il vous interpelle pour dire viens, j'ai des trucs à te vendre. Exemple classique, c'est un bark, donc c'est systémique, c'est le jeu qui va décider à quel moment on trigue cette ligne-là, pardon, franglais. On déclenche cette ligne-là dans le jeu. Donc l'acteur derrière, en doublage, il va devoir enregistrer tout un tas de lignes comme ça qui sont complètement indépendantes, qui n'ont pas forcément de contexte clair pour lui. Il faut qu'on essaie de lui expliquer, alors là, voilà, t'es censé être à tel endroit, il est censé se passer ça. Et on a tous les barks de combat aussi, par exemple, dans les jeux où il y a du combat, c'est-à-dire toutes les réactions à ce qui se passe avec le personnage qui est en face, tous les barks de combat, tous les barks il y en a des tonnes, et il y a les zonos. Et les zonos, c'est les onomatopées. Ça, c'est encore un autre truc. On caste les acteurs aussi en fonction de leur capacité à faire des zonos, c'est-à-dire et comme tu le disais un peu, parce que la voix, c'est du corps, c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Et ça, c'est un truc chez les directeurs voix où ils font très attention à ça, c'est que quand on caste les comédiens dans le jeu vidéo, on leur fait faire les lignes classiques, voir un peu s'ils ont le personnage, etc. Et puis on leur demande de faire des zonos, c'est-à-dire des onomatopées, donc de gueuler, de projeter la voix, il y a plein de situations, tu te fais torturer, tu te prends une flèche dans l'épaule, tu cours, tu nages, voilà. Et tout ça, il faut que ça passe par la voix, mais ils n'ont pas le droit de bouger parce qu'il y a des assurances derrière, ils n'ont surtout pas intérêt à faire des roulades dans la cabine d'enregistrement. Et en plus, parce que c'est aussi leur boulot de faire passer cette sonorité, c'est très compliqué. Moi, je trouve ça admirable pour le coup quand on les voit faire. Et il y avait un directeur voix en casting qui était exceptionnel, c'est qu'il leur faisait faire toutes les lignes classiques.
Et puis derrière, on passait aux zonos. Et là, en général, les comédiens se mettaient un peu à transpirer parce que du coup, l'exercice, c'était OK. Donc, je te raconte une petite histoire. Et la petite histoire, c'était une attaque de château. Voilà, tu arrives dans un château, il y a pas mal de soldats et toi, tu es tout seul. Et donc, tu t'avances vers le premier soldat, tu lui donnes un coup d'épée. Et puis, tu arrives au deuxième, tu lui en donnes un deuxième. Et tu commences à être un peu fatigué. Et là, tu te prends une flèche dans l'épaule et tu dois courir parce qu'il y a des gars qui essayent de te pourchasser. Donc, tu cours à travers la forêt. Et à un moment donné, je ne sais plus ce qui se passait, tu reçois une autre flèche, mais la flèche, elle est enflammée, la flèche. Donc, tu commences à prendre feu. Et du coup, tu te mets à courir vers la rivière qui est à côté, tu sautes dans la rivière. Faut faire tout ça dans un studio d'enregistrement. Voilà, et en fait, il leur demandait de faire tout. Donc, un peu ce que je t'ai fait là, donc il le disait une première fois. Et ensuite, il disait, OK, donc maintenant on est parti, tu me fais tous les sons en direct. Et donc, il continuait à narrer le truc, et le comédien était là avec sa flèche dans l'épaule, à gueuler, à machin. C'était génial. Et ça, c'est génial parce que du coup, il y a des comédiens qui sont extrêmement à l'aise avec ça, qui font ça sans bouger en plus. C'est impressionnant. Mais alors, comme il y a des mannequins mains ou pieds, il y a des comédiens onomatopées. C'est que t'en as qui sont super bons en vrai, c'est assez impressionnant. Et qui sont pas forcément très bons sur les lignes classiques, mais qui sont très bons en onomatopée. Parce que, je sais pas, ils arrivent à se projeter dans le truc, ils sont à fond, c'est génial. En vrai, j'ai passé des moments d'anthologie comme ça. Ouais. Et donc, du coup, si on essaye un peu de voir dans les étapes du processus, par rapport à ce que nous disait Nicolas, où voilà, tu arrives sur le moment du tournage, quoi, en gros, est-ce que vous aussi, il y a cette même question de la rapidité, de l'urgence très forte? J'imagine que oui aussi. Est-ce que ça doit enregistrer à toute allure? Et la deuxième question un peu liée, c'est est-ce que malgré tout, le comédien amène aussi un peu son expertise dans le rapport au texte? Tu parlais des fois du fait de reformuler et tout. Du côté du théâtre, je pense que ça peut être beaucoup. Du côté du cinéma, ça va dépendre des moments. Mais des fois, les comédiens peuvent aussi retravailler la scène avec le réalisateur et modifier des dialogues. Et vous, est-ce qu'il y a cette possibilité-là ou c'est tellement relié à... non, parce qu'en fait, il faut que ça dure tant de temps exactement l'action. Du coup, il faut que la phrase, elle fasse 7 mots et pas 9. Tu vois, quel est le... Ça dépend de l'étape la place, quoi, tu vois, du comédien par rapport à la créativité. Alors, c'est pour le coup, la question du est-ce qu'on doit aller vite, etc. Un peu comme sur un tournage, la journée ne peut pas durer 24 heures. Pour le coup, les comédiens nous sont bookés en fonction des pays sur 2 ou 4 heures. Donc, on les a pour tant de temps et on essaye de faire rentrer dans la session toutes les lignes qu'on est censé enregistrer. Donc, forcément, il y a une notion de timing. Voilà, c'est souvent... faut faire attention à ça, donc voilà. Et sur l'aspect créativité, il n'y a pas sur un tournage, on peut essayer des choses, tu vois, il y a des comédiens qui sont dans la proposition, c'est très bien. En fonction du réel, des fois pas du tout, mais pour le coup, c'est comme au théâtre. Hein, mais dans le jeu vidéo, la problématique, elle est double. D'un côté, donc il y a les sessions de doublage sur la langue master, donc en l'occurrence la première langue, où là, les gars n'ont pas du tout de visuel. Et donc, ils ont leur texte. Et oui, là, on peut se permettre des petites modifications de texte parce que derrière, il va falloir les réintégrer. Il y a des sous-titres à gérer, il y a tout un bazar derrière. Donc, il y a tout un process à mettre en place. Donc, dès qu'on change quelque chose, il faut être sûr que derrière, c'est intégré correctement dans le moteur, etc. Mais pour le coup, quand on a passé cette étape-là et qu'on commence à travailler sur les images, donc on a tout ce qui arrive derrière, toute la réal, tout, etc., on a très vite des contraintes qui s'installent, typiquement sur les cinématiques, par exemple. Une fois que c'est enregistré, si on doit réenregistrer pour une raison X ou Y, on essaye de faire en sorte, par exemple, que le timing des lignes reste le même, pour pas rajouter du boulot aux cinématic designers qui sont déjà en train de travailler sur les visuels, etc. Donc ça, c'est des contraintes très spécifiques aux jeux vidéo, mais là, pour le coup, c'est pas facile pour les comédiens, parce qu'on leur dit, en gros, on parle même en frame, c'est-à-dire bref, les ingé sons, on copie-colle, donc on enregistre, on lui dit t'as 7 secondes, il faut que tu l'enregistres à peu près de la même manière que tu l'as fait la première fois, mais avec un ton un peu différent parce que c'est ce qui nous avait pas plu la première fois. Bref, donc on réenregistre et l'ingé son derrière va vérifier si au niveau de sa barre de montage, en fait, ça correspond à peu près à quelques frames près à ce qu'on avait à la base pour pas gêner trop le travail des signes. Donc ça, c'est une contrainte supplémentaire aussi en doublage qui est pas négligeable quand même. Ouais. Je crois que j'ai répondu à tes 2 questions. Je sais plus. Moi, j'aimerais bien passer à une question, justement. Alors, depuis tout à l'heure, on parle des singularités, on parle justement des spécificités qui sont liées justement à chacun de vos domaines. Selon votre propre point de vue, justement, quelles seraient les spécificités qui sont liées à vos domaines, qui, selon vous, seraient importantes justement à garder, à cultiver, justement, au sein de ces domaines respectifs?
En gros, ça serait quoi un bon acteur de jeu vidéo et un bon acteur d'audiovisuel, quoi? Quelles sont les particularités Alors, vous avez déjà donné pas mal de choses, mais sur les questions des onomatopées et tout ça, qui à mon avis existe très peu, mais voilà, on se demandait en fait s'il y avait presque des profils en fait de comédiens qui arrivaient mieux, notamment toi qui disais que t'es pas forcément très à l'aise avec la question du doublage, qui me semble assez proche finalement. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a certains qui vont mieux réussir à être dans un domaine ou dans l'autre ou c'est trop complexe comme question? Vas-y Sarah, je réfléchis à ma réponse. Moi, pour le coup, ce que je disais par rapport aux onomatopées, c'est au-delà du côté extrêmement corporel de la chose, je pense que c'est la capacité de projection, d'imagination. C'est comme de tourner sur un fond vert, tu vois. Je pense que ça demande quand même une capacité de projection assez forte. Et là, pour des comédiens qui sont tout seuls, qui sont obligés de s'imaginer tout un monde, un visuel de personnages, à quoi ça va ressembler, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire comme mouvement, etc., juste avec des indications de quelqu'un qui en plus souvent est même pas là physiquement, qu'ils entendent, quoi. C'est, pour moi, la capacité de projection, elle est assez forte. Et puis, il faut être capable de jouer tout seul, quoi. Parce que des fois, même les directeurs voix, oui, ils donnent l'intention, ils sont dedans, mais il y a des directeurs voix qui sont plus convaincants que d'autres, quoi. Et puis même des fois, ils donnent la réplique comme en casting, ils donnent la réplique d'un personnage féminin, alors que le directeur voix est un homme. Faut se projeter là aussi. Donc il y a tout un capacité de projection. Je pense que c'est clé en fait. C'est clé. Ouais. Et moi, pour le tournage, je dirais c'est capacité à... alors deux choses, peut-être tout à l'heure je parlais d'être dans l'instant présent, mais à lâcher prise, vraiment, parce que ça, je le vois pas mal quand sur des formations, pour le coup, je reviens aux formations, mais de jeux caméra, juste l'instant, le dixième de seconde où ça commence à passer par là chez le comédien, c'est-à-dire où il réfléchit, à l'image, ça se voit. Autant ça peut passer au théâtre et on peut être dans quelque chose de plus, entre guillemets, fabriqué, ou voilà. À l'image, c'est un test imparable. Voilà. Donc il y a cette capacité à vraiment lâcher prise, être dans ce que je disais tout à l'heure, dans l'instant présent. Et puis moi je dirais à être précis aussi. Parce qu'on évolue dans un cadre, aux deux sens du terme, vraiment le cadre cinématographique, voilà, mais dans un cadre précis, on peut pas faire, et quand je dis on peut pas faire n'importe quoi, je sais qu'il y a des comédiens de théâtre qui sont d'incroyables acteurs de théâtre avec on va dire des inspirations géniales et tout, mais qui pourront qui auront du mal sur un plateau de tournage parce qu'il faut que le jeu, quand je dis soit cadré, ça n'empêche pas beaucoup de choses, ce que je disais justement, le lâcher prise, les émotions, mais le jeu doit être cadré. On ne peut pas faire d'une prise sur l'autre, on ne peut pas faire n'importe quoi, parce que sinon ça sera pas montable derrière, quoi. C'est-à-dire que si on fait une prise d'une séquence, d'un morceau en plan large, et que je décide de le faire plutôt immobile, et puis qu'après on fait le plan serré, et puis d'un coup que je m'agite, machin, ça sera immontable. Donc il y a aussi ça. Il faut quand je dis précis, des gens des comédiens qui savent être focus un petit peu sur et puis il y a toute la chorégraphie avec la caméra, le son, etc. Oui, ça fait qu'il y a aussi ça. Oui, c'est ça, c'est un travail, c'est aussi un gros travail, un gros travail d'équipe. Et il faut savoir s'intégrer aussi là-dedans. Effectivement, il y a aussi c'est paradoxal, mais il faut trouver ce lâcher-prise, cette liberté, mais il peut y avoir, pas tout le temps, mais il peut y avoir beaucoup de contraintes. De contraintes, c'est juste, il faut, après,
marcher, se déplacer, s'arrêter sur une marque pour que le point se fasse bien, voilà, puisqu'on l'a réglé comme ça, mais sans regarder la marque, évidemment, sans arriver, marcher, regarder, hop, et revenir, voilà. Être plutôt décalé, hop, sur la jambe droite parce que l'opérateur derrière a demandé à juste laisser pour avoir le champ sur l'autre. Enfin, voilà, il peut y avoir beaucoup de petites contraintes comme ça, donc c'est pour ça que moi ça m'a toujours paru très schizophrène d'être comédien audiovisuel, oui. Parce qu'il y a le lâcher-prise dont tu parles, et la précision, et une capacité presque à être une machine, à s'arrêter quasiment au millimètre, à bouger son cou de 12 degrés et pas 13, parce qu'effectivement, je me suis toujours demandé si ça rendait pas dingue, quoi, cette espèce de... ou alors au contraire c'est extrêmement jouissif de réussir à être les deux en même temps, quoi. Mais ceci dit, ça va, je crois que, bon après je ne veux pas rentrer dans des considérations ésotériques ou machin, mais je crois que ça va ensemble, parce que le lâcher prise, je parlais d'être dans l'instant présent et tout, pareil pour ceux qui ont eu l'expérience du théâtre et d'avoir ces moments-là, on sait que quand on est dans cet état-là de présence, de truc, il peut se passer n'importe quoi, on est ultra réactif, on est hyper présent. S'il y a un objet qui tombe, s'il y a un accident, on le répare immédiatement. On sait que c'est donc, et ça va ensemble. Et ça, il faut le trouver d'une certaine façon en tournage, il faut le trouver sur cette minute-là, sur ces 30 secondes, cette minute-là, le convoquer, et se lâcher prise, et cette précision, mais ça va ensemble, en fait. Du coup, même si j'imagine... Alors, vous l'avez déjà un peu énuméré, en fait, tous les deux, au fur et à mesure, mais la question, justement, surtout pour le public ici présent et pour les personnes qui regarderont, justement, le replay, quels conseils vous pourriez donner aux acteurs et actrices, justement, qui souhaiteraient travailler alors, dans le cinéma, le théâtre aussi, mais également dans le jeu vidéo? Je savais que tu allais me laisser la parole. Je le sentais. Quand je sais pas, c'est facile. Oui, bah oui, j'ai bien vu. Est-ce qu'il y a des possibilités à Lyon, en tant qu'acteur, dans le jeu vidéo, tu parles, d'intégrer effectivement des productions de jeux vidéo où, encore une fois, ça se joue à Montréal, des grandes ou des petites, à Paris, etc. Il y a toujours des possibilités à Lyon. Tu me connais, tu parles à une lyonnaise qui défendra toujours Lyon, mais peu. Du coup... Et alors, ce peu, c'est quoi, ce peu, du coup Ce peu, c'est qu'il faut prendre un billet de train pour aller à Paris, c'est ça Paris, pas forcément. Pas si en fait, ça enfin, à Paris ou ailleurs, hein, je dis en fait, Paris, ça dépend. Ou en région, peut-être qu'il y a d'autres, parce qu'il y a d'autres endroits où il y a... En fait, c'est comme pour tous les métiers de créatifs en règle générale. Je te dirais, parce que c'est compliqué pour moi de te dire pour un comédien, une comédienne, je sais pas. Mais je pense qu'il faut être prêt ou prête à se déplacer, à bouger. C'est marrant parce que j'ai croisé une comédienne qui devait venir, qui se reconnaîtra, qui devait venir ici et puis qui était un peu malade, donc qui n'est pas venue. Mais on s'est croisés par hasard dans le bus et on a discuté justement de ça et du métier de comédienne et des difficultés qu'elle avait en ce moment. Et du fait qu'à Lyon, il n'y avait pas forcément énormément d'opportunités. Et voilà. Et en fait, on en a convenu toutes les trois et on est d'accord avec ça. C'est quelque chose que je répète souvent quand j'ai des étudiants avec moi. C'est que pour moi, il y a vraiment trois choses importantes quand on veut faire ce métier-là ou des métiers créatifs. Moi, ça a marché pour le métier de scénariste. C'était le travail, ça c'est la première chose. On n'a rien sans boulot, il faut bosser, hein, c'est même tout seul dans son coin. Le deuxième, pour moi, c'est le réseau. Mais le réseau, c'est un gros mot. Pour moi, c'est pas parce qu'on connaît Trucmuche qu'on a du réseau. Le réseau, pour moi, c'est le réseau. Le vrai réseau, c'est le réseau qui est organique. C'est un réseau qui devient efficient au bout d'un moment parce qu'on a rencontré des gens, on a discuté, on a prouvé qu'on pouvait bosser, etc. Le réseau, il fonctionne pas sans travail. Ou alors très peu, ou de manière très, très courte. Et le troisième, pour moi, c'est aussi la chance. Mais la chance, elle se provoque. Et c'est pas parce qu'on tombe, et ça c'est la blague qu'on a entre nous, c'est pas parce qu'on tombe sur un producteur dans un festival par hasard, dans un ascenseur, et qu'on a 5 minutes pour lui pitcher un truc, si on n'a pas bossé avant, si on sait pas quoi lui pitcher,
C'est pas le coup de bol qui va nous aider à avancer. Et souvent, d'ailleurs, même si on peut pitcher, si le gars nous a jamais vu avant, il va peut-être pas lire le scénario en question. Alors que si on a un gars avec qui on a bossé avant qui dit si, je le connais, j'ai déjà bossé avec lui ou j'ai déjà bossé avec elle, tu peux lire son scénario, tu verras, ça peut être sympa. Bah, il y a des chances qu'ils lisent ce scénario-là. Donc tout ça, c'est interdépendant, la chance, le réseau, le travail. Et je pense que pour les comédiens, comme dans tous nos métiers artistiques en règle générale, ça fonctionne aussi un peu comme ça. Et, enfin, je pense, mais pour le coup, ça, j'y crois de plus en plus, dur comme fer. Voilà, mais en tous les cas, ce que tu dis, si je comprends bien, malgré tout ça qui effectivement, et là, moi j'abonde à fond, l'état actuel des studios qui font des jeux vidéo à Lyon ne sont pas du tout dans il y a du boulot. Le fait de devoir embaucher des comédiens dans leurs jeux. Il y a du boulot, il y a des studios avec lesquels travailler à Lyon. Ça, Après, la question c'est plus est-ce que c'est viable, est-ce qu'on peut vivre uniquement en tant que comédien de doublage de jeux vidéo à Lyon? Moi je parlais pas nécessairement de ça, mais de savoir malgré tout est-ce qu'il y en a qui sont... Oui, il y a des choses à faire, il y a des studios. En fait, à Lyon, on a un vivier jeux vidéo qui est extrêmement vivant. Voilà. C'est le berceau du jeu vidéo. Hein, Exactement. Et puis du cinéma. Cocorico. Exactement. Mais donc, c'est clair. Et puis du coup, Lyon Game Dev il y a Game Only aussi qui fait un super travail. On a énormément de studios de jeux vidéo à Lyon. Enfin, on a beaucoup de studios. On a quand même Arcane, on a quand même Old School Games, on a des studios. On a plus de 70 studios en région. Après, sur Lyon, on a effectivement les gros studios comme Arcane, Ubisoft, Ivory Tower. Et après, en fait, on a les AA, on a les indés plus, et après on a les indés qui justement continuent de se développer. En fait, on en a tellement qu'on a de quoi faire. Et au final, c'est intéressant cette question parce que au final, c'est des studios de développement en fait qui vont faire appel à des studios d'enregistrement aussi. Donc c'est se tourner vers ces studios d'enregistrement qui même des fois sont des studios généraux qui vont faire de tout, des dessins animés, des films, etc., des doublages, pour ensuite justement avoir comme contact certains studios de développement sur des projets particuliers. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce regard que j'ai, du coup, en tant que personne qui travaille pour Game Only. Tu as tout à fait raison. Il y a des opportunités, après, voilà, il ne faut pas rester cantonné à Lyon. Non, je ne parlais pas de ça, je parlais juste là, localement, quelles sont les possibilités. Il y a des choses. Il y a tout à Lyon. Il y a des rencontres, c'est bien Lyon. Et du coup, peut-être pour finir, parce qu'après, on va vraiment vous donner la parole aussi. Du coup, ça fait quand même un certain nombre d'années que tu arrives à être et comédien et à vivre ici, même s'il y a eu aussi cette corde à ton arc des escales buissonnières. Comment, malgré tout, on arrive à travailler sur une carrière sur le long terme? Est-ce qu'il y a pareil que dans le jeu vidéo, l'idée qu'en fait, il faut être capable d'être hyper mobile et de faire un peu Lyon, mais aussi un peu là, un peu là, un peu là, un peu là? Ou effectivement, ou au contraire, est-ce qu'il y a eu la possibilité pour toi de créer une sorte de sillon, de creuser un sillon qui finalement a fait que tu as pu rester ici? Oui, alors je dirais plus ça, de creuser un sillon ici. Moi, j'ai jamais été, enfin, quand je dis ultra mobile, si ce n'est, j'allais dire au théâtre, mais avec des projets qui partaient d'ici, qui tournent. Bon, voilà, mais voilà. Avec de la partie tournage en région parisienne. C'est plus en se diversifiant, en faisant des choses différentes que si on parle du sillon, oui, enfin je sais pas si c'est pour durer, ça veut rien dire durer, mais je pense que pour creuser un sillon ici, oui, je pense qu'il faut aussi se diversifier. Si on parle juste de l'audiovisuel, alors moi je suis assez clair là-dessus, très franchement, je pense pas je suis sûr qu'aujourd'hui un comédien à Lyon peut pas se dire qu'il va véritablement tourner un petit peu comme ça, de temps en temps, sur des choses, mais déjà, il y a quand même, il y a assez peu de choses au final, et deux, les choses, voilà, le centre de décision, de production, on le sait, il est pas là. Donc toi, tu as réussi, enfin, t'as fait ton chemin oui, en étant beaucoup au théâtre
et Oui. aussi dans l'audiovisuel, mais vraiment. Mais après, parce que mon rêve, c'était pas l'audiovisuel. J'ai jamais, c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure en me présentant en disant, moi je viens du théâtre, j'ai une formation au théâtre et j'ai beaucoup joué au théâtre. J'ai beaucoup aimé et j'aime beaucoup être sur un plateau de tournage, mais c'était pas mon rêve, c'était pas mon ambition, mon projet. Et par exemple, si on parle de l'expérience Kaamelott, si j'avais voulu faire entre guillemets fructifier plus ça, très clairement, il fallait pas rester à Lyon. Il fallait s'installer à Paris. D'ailleurs, on peut le voir, hein, très franchement, si on regarde l'expérience Kaamelott en toute comme ça, voilà, objectivité. Les gens qui derrière ont enchaîné sur plus de choses, ont une visibilité et tournent régulièrement, c'est les gens qui, enfin pas tous, mais en tout cas, c'est ceux qui vivent à Paris, ouais. Qui ont été un peu plus proches aussi de ça, des productions, du réseau. Voilà, donc moi j'allais dire, il ne faut pas se... quand je discute des fois avec des comédiens ou plus jeunes comédiens, je leur dis, vous mentez pas, parce que j'entends beaucoup, ouais, moi je veux tourner, je veux absolument tourner, faire que ça, tourner. Mais ouais, à Lyon, on peut faire plein de choses. C'est triste, hein, je suis désolé de dire ça, je vais peut-être me faire huer, mais non, en fait. Si on veut tourner, si son ambition, son rêve, c'est de tourner et d'être sur les plateaux de tournage, il faut pas rester vivre à Lyon, parce que c'est pas ici que ça se passe. C'est très centralisé en fait. C'est ultra centralisé. Les productions, les productions sont à Paris. Alors bon, les chaînes évidemment, si on parle télé, mais les productions aussi. Aujourd'hui en région et à Lyon, par exemple, si on parle de cinéma. Voilà, qui produit du long métrage, en télé, qui produit régulièrement de la série, du téléfilm. Voilà, les centres de décision, effectivement, ils sont pas là. On pourrait espérer que ça évolue, mais c'est pas le cas là pour l'instant. Si on est objectif, voilà. Carrément. Ouais. Je pourrais m'étendre très longtemps sur cette question, mais je vais vous laisser là-dessus. Et effectivement, on va laisser un petit peu la place au public. Carrément. Du coup, comme la rencontre est captée visuellement, mais aussi auditivement, je vais me déplacer avec ça s'appelle un micro, mais qui est sans fil, comme vous pouvez le voir. Du coup, voilà, je me déplace avec. Donc, on essaie de poser les questions quand je vous ai ramené le micro, histoire que l'ensemble de la rencontre puisse être... enregistré. Donc, est-ce qu'il y aurait des premières réactions, des premières questions? Donc, la question, je sais que tu m'as dit avant... Je vais avant, commencer par là-bas, et puis après, je circule au fur et à mesure. Les attentes sont très hautes, Anthony. Bonsoir. On m'entend? Ouais. Bonsoir. Très bien. Déjà, c'est très intéressant, merci. Moi, j'ai une question par rapport à la motion capture. Ça vous concerne tous les deux. Qu'est-ce qui est... Vous pouvez nous en parler un petit peu? Et comment vous travaillez avec ces gens-là? Comment on se retrouve à faire de la motion capture ou à diriger de la motion capture? C'est toi, Yannick, t'es dans le noir. C'est moi, Yannick, ouais. Oui. Tu veux commencer? Voilà, mais moi, j'ai pas grand-chose à dire sur la motion capture, à vrai dire, parce que j'ai jamais bien pratiqué. Et qu'est-ce que tu veux que je t'explique comment ça se passe, la motion capture? Et déjà, toi, si tu avais un rapport avec ou pas du tout. Ouais. Ah, on me touche le micro, voilà, d'accord. Comment bien le mettre? Oui, non, voilà. Donc toi, j'imagine, peut-être pas, finalement. Mais quel est le rapport de la motion capture, donc du travail physique de l'acteur dans les jeux vidéo? Donc, je suis plus précis, ça y est. Ouais. Et donc, tu m'as dit, Nicolas, que tu n'avais pas de réponse. C'est-à-dire, toi, tu n'en as jamais fait, par exemple? Non, j'ai pas pratiqué. Par contre, je m'y suis intéressé un petit peu quand justement j'enseignais à Bellecour École. Parce que sur l'acting, on travaillait beaucoup je les faisais travailler aussi sur essayer de comprendre comment ça fonctionne un personnage et comment ça fonctionne aussi physiquement, c'est-à-dire sur la composition,
composition de personnages physiques, puis de le sentir aussi un petit peu, sentir ça un peu de l'intérieur. Et on étudiait, on regardait un petit peu des choses, notamment, c'était intéressant de voir, on a vu des images, on regardait des images de Serkis, Andy Serkis, qui travaillait. Bon, voilà, des références comme ça, mais c'était intéressant de voir ce travail-là. Mais moi, j'ai pas d'expérience personnelle. J'ai jamais pratiqué. On m'a jamais mis des petits capteurs. Moi, je peux te donner l'expérience de l'autre côté. Il y a des comédiens, qui font le doublage corps. Donc c'est pas forcément le même comédien qui fait la voix et le corps. Donc on a des comédiens qui font que les corps. Et quand on va avoir besoin de capturer le visage, à ce moment-là, on reprend le comédien d'origine et il fait que le visage. Et on a des comédiens, parce qu'aussi il y a des situations des fois un peu de cascade en fait, et pour le coup on a besoin de comédiens cascadeurs. J'en parlais il y a quelques années d'ailleurs quand j'ai commencé à UB Montpellier avec un comédien lyonnais qui s'appelle Jordan Topenas, qui fait de la cascade, et en fait c'est très recherché dans le milieu du jeu vidéo, des comédiens qui peuvent aussi faire de la cascade, parce que rarement on a les deux. On a soit des cascadeurs purs et durs qui sont pas très bons comédiens, soit des comédiens purs et durs qui vont galérer ou qui vont pas vouloir ou pas pouvoir faire certaines cascades. Donc c'est très recherché le profil un peu hybride en jeu vidéo. On appelle ça la mocap, c'est plus simple, la mocap. Et donc voilà, on a ça. Et puis pour le coup, il y a des règles comme dans tout. C'est un domaine un peu particulier, la mocap. Et donc du coup, il y a des règles. En animation, ils connaissent bien ça. Les comédiens font une scène et à la fin, ils se mettent toujours en T-pose, on appelle la T-pose, c'est-à-dire en forme de T. Donc c'est très rigolo à voir les trucs de motion capture, parce que voilà, il va y avoir la scène complète qui est jouée et puis après ils se mettent face cam et ils font une T-pose. Et bref, il y a des c'est une espèce de T-pose. C'est une pose. En gros, tu te mets debout avec les deux bras comme ça. C'est pour les animateurs derrière. Pour pouvoir repérer les points, etc. Bref, ça, je ne vais pas le détail donner parce que je ne suis pas animatrice, mais pour le coup, voilà. Donc, c'est des choses, il y a des techniques, ils connaissent ça, ils sont rodés. Et puis souvent, pareil, comme avec les doubleurs, les studios prennent des cascadeurs avec qui ils ont l'habitude de travailler. Voilà, donc, parce que c'est rassurant aussi, et puis parce que, voilà, c'est des gens qui font ça très régulièrement. Il y a des gars qui sont là tout le temps sur les plateaux et qui font plusieurs rôles différents aussi. Voilà. Ok, merci. Bonjour, bonsoir, merci beaucoup. Du coup, j'ai une question. Quelle est la phrase la plus mémorable que vous ayez dite ou écrite? Et mémorable, bien ou pas bien? Genre la pire phrase ou la meilleure phrase? Alors, cette fois, c'est toi en premier. Tu vas pas m'avoir une troisième fois. C'est toi d'abord. Moi, je réfléchis. La pire ou la meilleure ou la plus belle? La plus mémorable. Celle mémorable. Qui te marque. Celle où quand il a posé la question, tu y as pensé. J'ai pas pensé à grand chose, j'avoue. C'est ça le problème. T'es sûr de ta question? Trop bonne question en fait. Je suis désolé. Je suis pas désolé. Bon, je sais. Merci beaucoup. Merci. Je passe le micro. Qu'est-ce que tu as écrit de mémorable? Non, mais c'est en fait la question. Voilà, et voilà. Là, ça me donne un autre angle. Moi, je suis jamais fière à 100% de ce que j'ai. Ah, mais j'ai pas dit fière. Jamais de la vie, je t'aurais demandé. C'est mémorable. Ouais. Ce qui t'a le plus marqué peut-être dans ton travail, un moment, tu vois. Un moment, que ce soit en tant que narrative directeur pour cette question. Ou dans ton accompagnement aussi de certains acteurs, ce qui t'a le plus marqué. Une anecdote. J'ai essayé. Hein. C'est très gentil, bon. En plus, je suis sûre que là, dans 2 secondes, c'est comme quand on manque de répartie, tu sais, quand une dispute et 15 minutes après, on peut papoter et puis ça va revenir naturellement. Ouais, ça va Est-ce que tu passes une bonne soirée? Très bonne. Ouais, c'est vrai, ouais. Super. Dans 15 minutes, je vais trouver quelque chose. Parfait. À tout à l'heure. Je propose qu'on laisse cette question Mais non, mais derrière la tête. Elle va rester derrière la tête. Au pire, on reviendra te voir derrière en te disant mais oui, mais en fait, l'anecdote, c'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai une question qui est purement sur la narration, l'écriture. On parle beaucoup du jeu vidéo comme un Eldorado pour l'écriture, mais j'aimerais bien avoir
ce qui te frustre. C'est-à-dire C'est la pas fin. un Eldorado. Enfin, l'écriture, c'est jamais un Eldorado. Mais justement, sur les Euh, limites en fait sur lesquelles le fait que tu sois directrice de narration, le fait de gérer 9 personnes à l'écriture, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment tu as ressenti les limitations entre guillemets de ce concept-là qui est un peu... Ah oui, mais c'est autre chose. C'était le premier format, ça, Dessiner Versus. C'était le Alors premier moi, format narration. je suis nomade. Je peux te donner un élément de parce que ce serait là on pourrait y passer des heures et des heures et des heures. Disons que le plus violent dans la transition format linéaire, donc cinéma, télévision, peu importe, format linéaire au format jeu vidéo, et qui est une question récurrente que j'ai chez les scénaristes de cinéma qui veulent faire du jeu vidéo, qui est c'est quoi la différence ? Ce qui maintenant me fait de plus en plus bondir. La différence, elle est monstrueuse. Dans le jeu vidéo, on écrit en même temps que tout le reste se passe. On n'arrive pas au début, et souvent on arrive même d'ailleurs un peu tardivement. Hein, Anthony ? Oui. Et donc, c'est cette position-là qui est extrêmement complexe, parce qu'il faut être toujours dans une posture de réaction. Il faut toujours pouvoir itérer. On te détruit une scène, des fois, que tu as écrite il y a 3 mois en 15 secondes, parce qu'il y a un problème il y a un problème peu importe, de level design, il y a un problème peu importe, un problème inhérent aux jeux vidéo, de tech, tout pur et dur. On peut plus faire ça, on peut plus avoir ce lieu-là, on peut plus mettre cette scène-là à tel endroit, il y a plus de scène. Mais moi, ça me pète tout mon truc de A à Z, ma préparation, mon paiement, voilà, tout ça se pète. Comment je vais gérer ça ? Et il faut pouvoir itérer très très rapidement. Donc ça, c'est pas l'aspect le plus frustrant. La contrainte, c'est toujours source de créativité. J'aime bien me dire ça, mais des fois, la créativité, elle commence à... Donc il faut être toujours dans cette démarche être prêt à tout, en fait. Tout peut nous tomber sur la tête tout, très rapidement. Ça, c'est la plus grosse contrainte, je pense. Et le fait de... Alors, je me rappelle, j'avais un prof de cinéma à Lyon 2 que j'adorais, Rémi Fontanelle, s'il m'entend, merci encore, mais qui m'a beaucoup marqué, parce qu'un jour, il m'a dit... un réalisateur, parce qu'à l'époque, je voulais aussi faire de la réalisation, et j'en ai fait un petit peu, doit toujours pouvoir prendre la place de n'importe quel autre poste sur son plateau au débeauté. Je trouvais ça un peu exagéré. En même temps, je comprends maintenant ce qu'il voulait dire, et particulièrement dans le jeu vidéo. Il faut comprendre ce que tout le monde fait. Alors, quand il y a énormément de monde, c'est très complexe. Mais par exemple, moi, j'ai repris des cours d'architecture parce que je voulais un peu comprendre comment travailler, donc les gens qui bossent sur le world, les level designers, etc. Mais comprendre c'était quoi la topographie d'une ville, comment ça fonctionnait, etc. Pour mieux comprendre leur boulot. Clairement, qu'est-ce que c'était exactement, comment je pouvais mieux servir ça, moi, avec la narration, avec l'écriture. Comment est-ce que je pouvais mieux penser les déplacements du joueur dans un univers... X. Bref, c'est un point qui m'importait beaucoup. L'animation, ça m'intéresse énormément parce que les animateurs ont fait le même métier. Je sais qu'à Old Skull, quand j'ai travaillé dans mon premier studio mobile, j'ai eu une première conversation avec un animateur 3D qui est venu me voir et qui me dit « Bon, Sarah, il faut qu'on discute de la manière de s'asseoir de ton personnage. » Je dis « Quoi ?» Et on a passé 1 heure à discuter de comment est-ce qu'il pouvait... Donc, voilà, ce qu'on appelle des idols dans l'animation, c'est le moment où le personnage ne bouge plus, le joueur ne fait plus rien. Qu'est-ce que fait le personnage ? Et donc il y a des personnages qui se grattent la tête, un personnage qui va croiser les jambes, même ça. Et donc je réfléchissais aux idols comme ça avec l'animateur. Je trouvais ça génial. Ça m'a donné aussi une autre perspective sur l'écriture de personnages dans le jeu vidéo. Penser à l'idol, voilà, ce genre de choses. Bref, donc comprendre ce que font les autres. Et ça, pour le coup, c'est pas une frustration. Au contraire, c'est hyper enrichissant. Et on en a parlé déjà plein de fois, hein, Damien, mais le fait de travailler pour plusieurs médias, et notamment entre le cinéma et le jeu vidéo, ça nous permet d'aborder l'écriture d'un média qu'on pensait connaître très bien, en l'occurrence par exemple le cinéma, différemment. Moi, ça m'a permis justement, l'idol avec l'animateur, c'est un élément, mais par exemple, ça m'a permis d'aborder l'écriture de dialogue différemment dans le cinéma, parce que justement, le fait d'écrire des barks, donc c'est par exemple des personnages avec qui tu dis bonjour, un personnage qui te répond bonjour, on va te demander en tant que scénariste de jeu vidéo d'écrire 15 variations de bonjour. La première fois, tu dis « Oh la vache, c'est chiant !» Et en fait, non, vachement intéressant, parce qu'en fonction du personnage, il va pas dire bonjour de la même manière. Et donc, 15 variations de ça, c'est hyper... Donc, j'écris les dialogues aussi un peu différemment. Je pense que j'ai un peu enrichi ma manière d'écrire pour le cinéma grâce aux jeux vidéo aussi. Enfin bref, tout ça, c'est extrêmement transversal. Et c'est ça qui est riche.
Mais la plus grosse contrainte, oui, c'est peut-être, enfin, encore une fois, c'est pas une contrainte, c'est plus grosse. Ce qu'il faut apprendre, c'est cette capacité à collaborer et à itérer extrêmement vite dans le jeu vidéo et à gérer ses frustrations. Parce que quand on vient d'un milieu presque un peu autorial, alors le théâtre, n'en parlons pas, mais au théâtre où on a l'habitude de maîtriser tout de A à Z, et ce qui me terrorisait au théâtre, moi, j'étais intransigeante avec les dialogues, c'était ça, et la virgule près, elle était là, la pause, elle était là, etc. Mais quand ils arrivaient sur scène, les comédiens, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et il y en a un jour qui m'a dit, mais Sarah, si tu veux, je te fais n'importe quoi sur scène. Et ça m'avait terrorisée, j'ai passé la pire première de toute ma vie à cause de ça. Bref, on maîtrise pas tout, mais on essaye de maîtriser au maximum. Ça, c'est un milieu très autorial, l'auteur est au centre de l'œuvre, on va dire ça comme ça. Dans le jeu vidéo, c'est pas ça. Pas ça du tout. Et on est plusieurs, et on travaille ensemble, et il faut mettre son ego de côté tout le temps, et ça fait du bien aussi. Au final, ça fait vraiment beaucoup de bien. Ouais, voilà, c'était long, pardon. C'était très bien. Merci. Pour rebondir sur ce que vous disiez, vous avez beaucoup parlé de l'aspect voix, incarné par des comédiens à qui vous donnez des directives sur comment on attend le personnage. Mais la question que je me pose, qui est en lien un peu avec la motion capture, ce que vous avez dit, de connaître un peu ce que font les autres, c'est l'autre partie du travail de comédien. En fait, c'est pas un comédien qui le réalise, c'est des animateurs. Est-ce que vous avez un travail poussé avec eux pour savoir comment le personnage doit se tenir? Vous parliez tout à l'heure de quand il bouge pas, mais entre un personnage qui va être plutôt, je sais pas moi, agressif, posé, sur la défensive, ou même pour une scène clé. Maintenant, on voit beaucoup de cinématiques émuler des pratiques du cinéma d'ailleurs, des simili plans séquences ou des cadrages particuliers. Est-ce que vous discutez avec les équipes de montage dans ces cas-là sur comment il doit jouer, entre guillemets? Ça doit être assez particulier. On est tout le temps en lien. Alors moi, je m'entends très bien avec le réel directeur. Il y a un directeur réalisation. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des départements différents dans le jeu vidéo. Et en l'occurrence, les départements qui travaillent le plus ensemble, côté narratif, qui est très transversal, c'est l'audio, la réal et la narration. Et donc, du coup, oui, on travaille avec eux. Et on a ce qu'on appelle des cinematic designers qui font à peu près le même travail qu'un monteur, en fait, de cinéma. On a des animateurs donc, qui animent. Et oui, on travaille avec eux presque jusqu'à la fin, parce qu'on valide ensemble les cinématiques, on valide les scènes ensemble, on discute ensemble des scènes. Encore une fois, moi, le directeur réel que j'aime beaucoup, il est justement très en demande de retour aussi. Il y en a qui pourraient un petit peu plus travailler en silo, mais c'est pas son cas, et c'est ça qui est hyper appréciable aussi, parce que de toute façon, les premiers à connaître les personnages, c'est nous, côté narratif. Donc on travaille tout le temps ensemble, ouais. Et on travaille tout le temps ensemble. C'est là aussi, c'est un peu différent du cinéma, mais encore une fois, parce que le scénariste a tendance à être écarté après la partie montage, même la partie tournage en général, on n'est même plus là. Mais là, on est là jusqu'au bout, et ouais. Est-ce que quand vous parliez de la scène, par exemple, tout à l'heure de poursuite, je pars, je me prends des flèches, tout ça, c'est bien vous, à un moment donné, je suppose, qui êtes en dialogue sur « Ah non, là, il devrait agir plutôt comme ça, là, il est plus essoufflé », et après, c'est à l'animateur de caler, là où c'est plutôt dans le cinéma, le comédien qui va adapter son jeu, en fait, je suppose. Alors, dans l'exemple que je donnais, c'était un exemple de casting, mais pour le coup, quand on fait ça en session voix, c'est le directeur voix qui est là aussi. Il a donc les indications en amont, tout est détaillé dans le script. Le script dans le jeu vidéo, ça ressemble à un script classique dans le cinéma, avec des indications de jeu, etc. On est là pour rattraper le truc s'il y a une erreur d'intention à un moment donné. Mais c'est son rôle au directeur voix de gérer ça. Et derrière, c'est intégré par les donc c'est par les voice designers d'abord dans le moteur de jeu, puis par les cinématic designers dans la scène, etc. Puis il travaille le montage, il travaille... Donc ça se fait de manière... on va dire un peu classique, presque pour tout ce qui est cinématique en tout cas. Après, pour tout ce qui est systémique, c'est-à-dire tout ce qui est hors cinématique dans un jeu, là c'est encore un peu différent. Donc il y a pour le coup les voice designers, les techs aussi, donc tous ceux qui s'occupent d'intégrer dans le jeu à des moments précis telle ou telle réplique qui est donc encore une fois systémique, c'est-à-dire déclencher un moment T pour une raison particulière. Donc ça, c'est encore un peu différent. Mais tout ce qui est plus proche du cinéma, donc les cinématiques en l'occurrence, ou ce qu'on appelle des dialogue scenes, c'est un processus assez classique, assez similaire à celui du cinéma. Et on est toujours ensemble, et on discute beaucoup. On s'engueule aussi. Merci beaucoup.
On va prendre une dernière question. Si possible, si c'est une question justement côté cinéma, ce serait bien pour conclure. Les deux sont côté cinéma, très bien. C'est parfait. Alors moi j'avais une question côté un peu gestion, donc j'ai oublié de dire merci pour ce soir avant tout. Donc, de rien. Que ce soit dans le côté du cinéma ou du jeu vidéo, je sais que vous avez affaire à des personnes donc, qui font de la créativité, donc quand même qui ont un certain ego, surtout quand on fait quelque chose et qu'ensuite vous devez le juger. C'est quoi pour vous en tout cas, et si possible vous avez des expériences professionnelles à nous partager, des clés justement pour justement si quelqu'un fait un mauvais travail, comme vous avez eu dire, ou si au contraire vous êtes fier pour que dans les deux parties, que ce soit vous et la production et la personne en face, soit accompli. Bon, j'espère que ça a été compréhensible. Oui, alors... C'est le management, quoi. Moi, j'aurais pas beaucoup de réponses à donner. Je me suis pas retrouvé en situation de assez peu, où il y a très longtemps, où j'ai été metteur en scène de théâtre, mais ça c'était il y a longtemps, où j'étais dans cette situation-là. Mais sinon récemment, voilà, en tant que comédien, j'ai pas j'allais dire ce retour à faire sur le, j'ai envie de dire sur le travail des autres, quoi, du coup des partenaires. Donc moi j'aurais du mal à... Je me défausse souvent des questions, mais j'ai une réponse, on se verra au bar, j'ai une réponse sur la phrase mémorable. Moi, il y avait déjà les chaussures avec le cirage. Oui, je trouvais c'est ça pas déjà mal, assez mémorable c'est comme déjà début pas de mal, carrière. ouais. Mais alors du coup, Sarah, si tu as... Donc sur la manière dont on fait des retours, en fait, au final, c'était ça la question. Alors dans le cas où le comédien ou la comédienne sont exceptionnels, c'est moi je sais que j'ai tendance à être un peu lourde, je le dis 15 000 fois, c'est génial. Bon. Mais surtout parce que ça me fait du bien, quand on entend des répliques sur lesquelles on a longtemps travaillé sonner très bien, c'est toujours un moment merveilleux. Mais à l'inverse, alors là, en l'occurrence, si on parle vraiment purement jeux vidéo, on a les directeurs voix qui font le travail pour nous. Donc, des fois, c'est vrai que nous, on essaye donc, on passe par un chat pour éviter de prendre la parole et de créer du bruit dans la session. Donc, le directeur voix voit ce qu'on dit et voit les retours et adapte. Mais la technique que je vois le plus souvent chez les directeurs voix, c'est commencer par dire... ça y est, on commence à trouver la voix, ça y est, ça c'est super, on sent que tu as mis de l'énergie là-dedans, on va partir un petit peu sur autre chose, tu vas essayer de faire comme ça, bref. Ils sont pas dupes, les comédiens. C'est un peu le shit sandwich, non ? C'est un peu le shit sandwich. Non, parce que c'est toujours vrai ce qu'il dit en amont. D'accord. C'est-à-dire que pour le coup, on va toujours essayer de garder quelque chose de la prise. C'est rarement absolument catastrophique parce qu'on les a castés, on sait qu'ils sont bons, qu'ils sont bien. Mais on va essayer de s'appuyer sur quelque chose qui marche bien sur la première prise pour essayer de faire quelque chose d'un peu mieux sur la deuxième. On cherche à encourager. Voilà, puis on cherche un peu la voix, et souvent sur les débuts, en fait au bout d'un moment ça roule tout seul, mais sur les débuts de session, c'est toujours on cherche la voix. Et pendant un moment on cherche la voix. Donc je parlais de l'exemple du personnage qui était un peu plus âgé, donc l'acteur savait que le personnage avait tel âge, mais il avait du mal à trouver un peu ce qui sonnait bien, et on leur demande pas, c'est pas du cartoon, on leur demande pas de transformer, de faire du Gollum non plus, on leur demande de s'appuyer sur ce qu'ils ont déjà comme instrument de travail et d'aller plus dans telle ou telle direction. Donc on cherche la voix sur les premières prises et c'est normal. Mais c'est toujours c'est délicat. En fait, il y a quelque chose, et ça je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais il y a quelque chose que j'ai beaucoup remarqué dans le cinéma et qui est aussi très prégnant dans le jeu vidéo, c'est que souvent on s'embarrasse pas pour dire à un ingé son que ce qu'il a fait c'est de la merde. Et ça c'est terrible, ou un autre. Par contre, les comédiens, on fait très attention. Et les éléments de langage sont extrêmement différents. Et ça, je me l'explique plus ou moins, dans le sens où le comédien est effectivement la personne qu'on voit à l'image tout de suite, ou qu'on entend en l'occurrence si on parle doublage. Et donc on fait attention à cette personne-là, on fait attention à sa sensibilité, etc. Par contre, il y a d'autres postes avec lesquels on ne s'embarrasse pas. Je dis c'est pas mon cas, mais je veux dire, avec lesquels je vois que les gens ne s'embarrassent pas autant qui s'embarrassent avec les comédiens. Donc je pense que c'est compliqué comme réponse, mais je dirais que moi je les prends pas par la main pour leur dire attention, ça il faudrait plus faire comme ça, mais je pense qu'il y a une manière, et les comédiens et les doubleurs de jeux vidéo anglophones
Et les directeurs voix anglophones, moi, m'épatent absolument parce qu'ils ont une manière de tourner les choses. Tu l'as pas encore la voix, tu l'as pas encore le personnage. C'est pas grave, on va le trouver ensemble. On va prendre un peu de temps, c'est pas grave. On a 2 heures devant nous, on va prendre un petit peu de temps pour trouver le personnage. Et donc ils ont cette façon de travailler le comédien qui est très jolie à voir en vrai. Je prenais plein de notes sur leurs éléments de langage. Mais je regrette des fois un petit peu qu'on ait du mal à dire les choses franchement parce que c'est des comédiens et qu'il faut faire attention. Non, ils sont pas en sucre. Hein, donc on fait attention à eux comme on devrait faire attention à l'ingé son aussi. Hein. Bref, les comédiens anglais et les doubleurs, je ne tarie pas d'éloges sur les anglais surtout. Ils font un travail de dingue en doublage. Et du coup, par rapport à ce qu'elle en dit, Sarah, de cette place-là du comédien un peu particulier Oui, je pense que oui. Enfin, je valide complètement. Il y a une façon un petit peu, j'allais dire particulière, parce que effectivement, il y a des. Alors, pour revenir un peu sur la question et sur comment c'était formulé, oui, il y a des égos qu'il faut pas trop. Il peut y avoir des égos qu'il faut pas trop braquer. Qu'il faut pas. Oui, c'est vrai. Mais parce que c'est aussi j'allais dire une réalité. Ça justifie pas tout, mais c'est aussi une réalité, quoi. Et que sur un tournage, par exemple sur un tournage, un comédien et ça peut arriver, qui va se retrouver entre guillemets bloqué. Parce qu'il aura mal vécu un truc, ou qui peut rentrer tout seul dans une petite spirale négative, c'est-à-dire on commence à foirer une prise. Moi, j'ai un peu épargné par ça, mais je l'ai vu déjà, mais puis j'en ai parlé avec... voilà, on commence à foirer une prise, à savonner un peu son texte, et puis il faut la refaire, et puis on la refait, puis on refoire un coup, puis on commence à sentir un peu la pression du plateau autour, et parce qu'il faut mettre dans la boîte quand même et tout, et puis voilà, et le comédien peut arriver à entre guillemets, à se bloquer. Et donc, oui, il est un peu en sucre, le comédien, quand même. J'aime beaucoup cette conclusion, moi. Juste un petit... Parce que c'est vachement intéressant de parler du comédien là, pour finir, mais juste... je parlais juste au début du fait que j'aimais bien lire plein de bouquins sur les comédiens. Il y en a un, c'est bien David Mamet qui a écrit un bouquin qui s'appelle... C'est un ami comédien qui me l'a conseillé, qui s'appelle « Vrai et faux, blasphème à l'usage de l'acteur ». Et qui m'a complètement... C'était une époque où justement j'avais tendance à mettre le comédien un peu sur un piédestal, ce qui fait que quand j'arrivais en casting, c'était que je faisais des castings pour trouver des comédiens, c'était moi qui étais stressée, beaucoup plus que le comédien, parce que mon Dieu, un comédien, une comédienne, mon Dieu, magnifique. Mais en fait, voilà, c'est au bout d'un moment, j'ai lu ce bouquin-là et ça désacralise, mais alors des fois c'est un peu violent quand même, désacralise beaucoup la position de l'acteur et remet un peu l'acteur dans une position de technicien. Et de technicien au même titre que quand on t'arrive sur un plateau de tournage la première fois, on te dit ça c'est le câble de l'ingé son et c'est pas celui du chef op, tu ne touches pas le câble de l'ingé son si t'es côté chef op, et inversement. Et ben voilà, et le comédien il a aussi ses règles, il a aussi, et donc c'est un bouquin que je conseille toujours justement pour repositionner un peu et réapprendre à travailler de manière d'égal à égal avec des comédiens quand on a tendance comme moi à les voir comme des créatures merveilleuses. Toujours un peu. Hein. Mais en tout cas, alors pour reprendre, pour pas me défausser complètement sur la question, alors je vais parler du point de vue comédien, pas comment il faut faire pour voilà, mais en tout cas, ce que moi je peux dire, ce que j'aime, et je pense que les comédiens aiment, c'est aussi sentir que la personne qui les dirige ou qui a, voilà, le réalisateur, alors on va dire le metteur en scène au théâtre, mais le réalisateur est impliqué et il faut qu'on sente qu'il est avec nous, quoi. Alors ça va rejoindre peut-être plein de choses que tu as dites sur notamment les anglo-saxons, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le truc en disant on va trouver les choses ensemble, voilà, mais il faut qu'on sente que la personne est avec nous, et puis et si possible oui, qu'il aime aussi, enfin qu'il apprécie ce qu'on fait. C'est vrai que voilà, moi je sais quand je travaillais au théâtre ou avec des réalisateurs, on travaille aussi pour lui, parce que c'est lui qui dirige les choses, on travaille aussi pour lui. Et donc c'est important de sentir qu'il voilà, ou qu'il apprécie, ou s'il n'apprécie pas, qu'il fait mais qu'on est ensemble. Voilà, il n'y a rien de pire que voilà, enfin pour moi, hein,
metteurs en scène ou des réals torturés et qui c'est compliqué, c'est pas bien, c'est oh là là, machin, et on travaille pas ensemble en fait, quoi. Voilà ce que je pourrais dire. Donc je pense que s'il y avait c'est mon point de vue, s'il y avait une bonne méthode, en tout cas moi ce que j'aime recevoir, c'est quelqu'un qui est avec, quoi. Et qui peut effectivement aussi dire non, ça, écoute, on va essayer de le faire, plutôt comme ça, ou on va le trouver ensemble, voilà. Mais il faut être avec, quoi. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de pire que, alors, ou les torturer, ou comme je disais tout à l'heure, alors c'est plutôt sur les réalisateurs, quoique au théâtre ça existe aussi, mais des gens qui sont pas là, qui sont pas. Il y a des réalisateurs qui sont plus des technicien de l'image et qui dirigeaient un acteur ou collaborer avec un acteur, ils savent pas faire, ils aiment pas ça, ils savent pas faire, et c'est pas agréable pour le coup. Voilà, on a besoin de ce. J'aime bien du coup cette idée du faire avec, qui me semble effectivement très centrale à la fois dans le métier de comédien, mais aussi dans tous ces boulots, que ce soit le jeu vidéo ou le cinéma, qui sont quand même des sports collectifs, et tout ce que tu disais du côté du scénariste, comment ça se déplace. Du coup, il y aurait peut-être encore plein de questions qui pourraient se poser par rapport à tout ce que vous avez dit, parce que c'était hyper riche. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est de passer à la deuxième étape de la soirée, à savoir qu'on va pouvoir discuter très tranquillement, par ici, par là-bas. Avec la bière. Avec des bières, avec des jus de fruits, avec tout ce que vous voulez. Voilà, déjà, je pense qu'on peut commencer par les applaudir très chaudement. Vous dire aussi que c'est un rendez-vous qui a lieu tous les 2 mois. Donc la première, ça avait été sur la narration. Là, aujourd'hui, c'était sur la question de l'acting. Et qu'on n'a pas encore la 3e thématique. Donc n'hésitez vraiment pas à venir nous voir. Si vous avez des suggestions, venez. À la fois sur des idées d'invités, des idées de thématiques. Et encore une fois, on est très friands d'avoir vos retours. Voilà, et le bar va se réouvrir. Je vous redonne les petites règles habituelles de l'Aquarium Ciné Café. Merci de ne pas sortir avec vos verres dehors. Merci de bien rester devant Aquarium. Et merci de ne pas parler trop fort. Tout ça par rapport à nos chers voisins. Voilà, la soirée continue. Merci beaucoup d'être là. Et puis on parle autour d'un verre. Et encore merci à vous deux d'être venus. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci. À tout de suite.